Madame, monsieur, bonsoir. Heureux de vous savoir de nouveau nombreux à regarder ce programme Carte sur table. 21h. 23h, nous sommes mardi 29 août 2023. Nous tablerons sur deux thèmes ce soir. D'abord, la fin des inscriptions sur les listes électorales pour cette année 2023. C'est le 31 août, dans moins d'environ 48 heures. Vous le savez, ça va du 1er janvier au 31 août de chaque année. Cette année est plus ou moins l'avant-dernière avant les grandes échéances électorales de 2025. Au 20 juin dernier, il est comme annoncé 225 879 citoyens nouvellement inscrits pour un total de plus de 7 millions d'inscrits sur la liste. Qu'en est-il à 48 heures de la fin ou alors de la clôture de ce processus-là? On en parlera avec les invités sur le plateau. On va également évoquer cette question d'infrastructure routière en cette période sensible de retour des vacances. Vous le savez très bien, les axes Douala-Yaoundé par exemple, Douala ou du moins Yaoundé-Bafoussam, Douala-Bafoussam et autres. Sur le Grand Septentrion également, nos routes tuent, ou du moins on y rencontre énormément d'accidents, plus de 7000 morts en moyenne. Selon certaines statistiques, on va également faire un tour sur cette thématique-là pour voir exactement quels sont les manquements et dégager les responsabilités qui c'est être aussi faire des propositions des solutions pour améliorer l'état des infrastructures routières. 4 panélistes attendus, 3 déjà installés sur le plateau. Je dis d'abord bonsoir à Maître Fidèle Ndjoumessi. Bonsoir Dipita, et je salue tous les téléspectateurs de STV. C'est un plaisir pour moi de revenir sur ce plateau de Cartes sur table après un moment d'absence, mais pour des raisons indépendantes de ma volonté, parce que je suis toujours disponible à venir participer à ce type de débat qui contribue de façon significative, et je salue tous les médias de notre pays et plus précisément STV pour la contribution à la formation politique de nos concitoyens. Et nous croyons que ce travail pourra permettre à ce que dans notre pays, qui est l'esprit républicain, l'esprit démocratique, l'esprit de tolérance, et que ce ne soit pas cet esprit que nous avons vu ces derniers temps à Samilima, où les policiers ont fait irruption dans un endroit où nos camarades participaient au renouvellement des organes de base, et qu'ils ont été brutalisés, séquestrés, et que derrière cet acte de barbarie, on voit quand même la main des barons du RDPC de cette région. Laissez-nous introduire donc aussi qui c'est peut-être déjà le représentant du RDPC. Sur le plateau, André Luther Meka, bonsoir. Je rappelle que vous êtes cadre MRC. André Luther Meka, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de Cartes sur table. C'est toujours un plaisir de participer au débat et d'apporter ma modeste contribution. Je voudrais également saluer tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest qui se sont engagés pour l'intégrité nationale et pour conserver leur pays des turbulences et de s'associer au projet de paix du chef de l'État. Je voudrais vous dire sans embâche que le Sud reçoit tout le monde, tous les partis politiques. D'ailleurs, je voudrais informer le cadre du MRC qui est sur le plateau que lorsque M. Kamto lançait sa quête, n'est-ce pas, des militants du MRC à l'hôtel L'Orange, j'y étais, il y avait du monde, il n'avait pas été arrêté. Donc, naturellement, je sollicite à ce que les Camerounais puissent être dans la loi, respecter la loi, et qu'il n'y ait pas des réunions clandestines, et que lorsqu'on est un parti légalisé, qu'on puisse, n'est-ce pas, informer l'autorité compétente qu'il y a une réunion, et que cette autorité, n'est-ce pas, donne l'autorisation ou soit au courant qu'il y a une réunion. Toutes les réunions clandestines peuvent être soupçonnées et peuvent, n'est-ce pas, être, n'est-ce pas, intéressées par l'autorité compétente. Donc, juste pour demander au cadre du MRC que nous sommes dans la République, et lorsqu'on est dans la République, il faut respecter, n'est-ce pas, l'autorité compétente, il faut déclarer les réunions. Bonsoir, Maître René Roger Bébé. Merci d'être là également ce soir. Merci beaucoup, mais bonsoir à mes co-panélistes et bonsoir à nos téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes cadre au PCRN.
vice-président du PCRN. Exactement. On entend également sur ce plateau, on espère l'avoir, Philippe Nanga, qui est de la société civile avec Un Monde à venir. Alors, il nous a dit être parti de Yaoundé à 14h et être dans un embouteillage depuis près de 2 heures désormais, 2 heures de temps, à l'entrée de la ville de Douala à Yassa. Donc, c'est dire combien ces infrastructures routières, il nous en fera certainement un témoignage, on l'attend ici. J'espère que d'ici la fin de l'émission, l'embouteillage qui s'y trouve en ce moment sera plutôt aura pris un terme. On va prendre la transition et on rentre de suite dans la première thématique de la soirée. Alors, je vais peut-être commencer avec vous, Maître Roger. Nous recevions Cabral Lébi, le président national du PCRN, il y a sensiblement une dizaine de jours, un peu plus d'une semaine, ici sur le plateau, et disait qu'il lance l'opération 100 000 inscrits avant le 31 août 2023. On peut faire un bilan? Non, un bilan peut-être à mi-parcours, mais je n'attendais pas que je vous donne des chiffres exacts. Bien sûr. Parce que l'opération n'est pas encore achevée. Absolument. Donc les comptes rendus ne sont pas encore totalement remontés. Donc je ne peux pas vous donner un bilan exhaustif. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les populations adhèrent à ces opérations. Parce que ce sont des opérations que nous menons avec méthode. Parce que dans un premier temps, nous investissons le terrain pour sensibiliser les populations, pour les préparer à accueillir ces missions de l'ECAM. Vous comprenez? Donc il y a d'abord cette première phase que nous menons sur le terrain. Ce qui facilite donc la deuxième phase, qui est la phase de la descente avec l'ECAM, pour aller procéder aux inscriptions proprement dites, avec tout ce qui peut être d'attractif, etc., tout ce que vous pouvez imaginer. Donc je pense que les choses sont en très bonne voie. Maître Fidèle Ndioumbessi, vous également, on a vu vos équipes très mobilisées, notamment ces dernières semaines, ou du moins un peu plus, parce que ce n'est pas seulement ces dernières semaines qu'elles sont sur le terrain pour cela. Vous dites que les opérations d'inscription se sont déroulées sans embâche, sans trop de difficultés. Vous avez le sentiment que les Camerounais y adhèrent véritablement? Oui, je voudrais indiquer à l'attention de M. Meka que le Mouvement pour l'instant du Cameroun est un parti qui est reconnu, qui est légalisé et qui exerce ses activités conformément à la loi, et que même ceux qui sont en prison, ils sont en prison alors qu'on avait pris le fallacieux prétexte que les réunions n'avaient pas été, les manifestations n'avaient pas été déclarées, alors que toutes ces manifestations avaient été déclarées sur tout l'étendue de la République auprès des autorités compétentes. Et s'agissant pour la région du Sud, pour le dernier incident, la déclaration, le gouverneur du Sud et le préfet de la Villa avaient été informés de ce que les élections devaient se tenir. Lorsque j'ai dit ça, je voudrais informer les Camerounais et les prendre à témoin de l'activité débordante du mouvement pour l'instant du Cameroun pour ce qui est de l'inscription sur les listes électorales. Nos équipes se sont mobilisées sur tout l'étendue du territoire, chaque équipe dans sa circonscription, et la circonscription où j'ai beaucoup travaillé, c'est la fédération départementale du Honkam, et plus précisément dans la commune de Bandia, où les informations des équipes sur le terrain me font état de ce qu'il y a beaucoup d'obstacles à faire enrôler les Camerounais qui veulent vraiment être inscrits sur les listes électorales pour participer à la vie politique de leur pays. Les obstacles, deux obstacles majeurs qui ont été relevés sur le terrain. Le premier, c'est que l'ECAM n'est pas toujours disponible à venir enrôler les Camerounais, les citoyens qui demandent à s'inscrire. Et le plus souvent, il se trouve que l'ECAM vient avec des kits qui tombent en panne pendant que les citoyens sont en train de demander d'être enrôlés. Et il arrive aussi que l'ECAM exige qu'on paye les frais de déplacement pour aller enregistrer des citoyens, alors que nous savons qu'il y a un budget à l'ECAM pour faire ces opérations. Et également, sur le terrain, il y a cet obstacle lié à la production des cartes nationales d'identité. Et c'est pour ça que dans son adresse
de fin d'année de 2022, décembre 2022, le président élu, le professeur Maurice Kamto, a attiré déjà l'attention de l'ECAM sur ces obstacles et demandé que nous devons nous mobiliser pour amener l'ECAM à inscrire tous les citoyens qui demandent à être inscrits. Et que les autorités en charge de la production des cartes nationales d'identité soient diligentes pour que ces cartes soient disponibles. Hier soir, hier au cours de la journée, en fin de journée hier soir, j'ai eu un compte rendu dans l'arrondissement de Bandia, et plus précisément au carrefour Bassou, où on m'a fait état de 146 citoyens qui ont des difficultés à se faire établir une carte nationale d'identité. Et vous savez comment ce problème d'établissement de carte d'identité se pose avec acuité dans notre pays depuis un certain temps. Donc, vous voyez qu'avec tous ces obstacles-là, nous, malgré tous les efforts que nous déployons, nous n'arrivons pas à atteindre les objectifs, c'est-à-dire à faire enrôler tous les Camerounais qui veulent s'inscrire. Et en plus, nous avons observé, et le professeur Maurice Kamto, le président élu, dans son adresse en décembre 2022, avait relevé ça, qu'il y a eu une volonté manifeste de l'ECAM de dissimuler les chiffres. Et lorsqu'on regarde, lorsqu'on examine les statistiques produites par l'ECAM et ces déclarations, on note que la performance de l'ECAM est meilleure en termes d'inscription et en termes d'objectifs qu'elle-même s'est fixée. D'accord. André Luther, je voudrais prendre également votre appréciation sur ce processus d'inscription qui s'achève dans environ 48 heures. Vous avez partagé le point de vue de Fidèle Djoumessi ou alors vous dites il est aux antipodes de ce que vous vivez sur le terrain? Non, je dirais pas aux antipodes. Je crois qu'ils ont leur expérience et nous avons la nôtre. Je crois que l'ECAM est assez disponible en tant qu'homme politique. Lorsque nous voulons inscrire nos militants, nous allons à l'ECAM, nous demandons leur disponibilité et on essaie de voir quelle est, n'est-ce pas, leur disponibilité pour nous accorder sur le terrain par rapport aux inscriptions. Et la chance que nous avons, c'est que nous avons des militants extrêmement consciencieux qui savent que quand on milite dans un parti, il faut avoir une carte électorale. Et pour la plupart, ils sont inscrits. Je crois que... Donc vous le dites, vous n'avez pas la même méthode que les autres qui font le porte-à-porte. Vous voudrez qu'un militant prenne la carte spontanément? Non, nous avons d'abord cette conscience personnelle de pouvoir, n'est-ce pas, avoir une carte. D'accord. Une carte d'inscription. Et nous avons, n'est-ce pas, des méthodes d'inscription collective. C'est-à-dire que lorsque nous avons des manifestations, lorsque nous faisons des campagnes, nous mettons sur pied, n'est-ce pas, un calendrier d'inscription quartier par quartier. Il arrive parfois que lorsque nous faisions les inscriptions, qu'on rencontre aussi d'autres partis politiques. Mais il y a une chose dans le RDPC, c'est que lorsque vous êtes militant, vous avez une carte électorale. Maintenant, je crois que en ce qui concerne les inscriptions sur les listes électorales, il y a, n'est-ce pas, une facilité aujourd'hui, n'est-ce pas, d'aborder les Camerounais au niveau, n'est-ce pas, des inscriptions, parce que les Camerounais ont finalement compris qu'il est important, n'est-ce pas, de pouvoir s'inscrire. Et vous pouvez le constater sur les chiffres qui sont donnés, parce que vous savez que l'ECAM a mis la barre à 10 millions. Il y a déjà 7 millions, près de 7 millions 300 inscrits. Notamment, on parle de plus d'1,2 million à Yaoundé et 998 000 à Douala. Donc, c'est une institution qui inscrit en moyenne 500 000 Camerounais par an, contrairement à M. Djoumessi qui dit qu'il y a un piétinement au niveau, n'est-ce pas, de l'ECAM. Donc, moi, je pense qu'il y a le travail d'abord que l'ECAM fait, personnellement en tant qu'institution, et il y a le travail que les hommes politiques et les institutions politiques font pour permettre à ce que les militants soient enrôlés. Et à ce qui me concerne, je crois que nous, on est toujours prêts. Nous avons une politique de proximité au niveau des inscriptions.
quartier par quartier. Et nous avons la chance que dans notre parti politique, nous avons, n'est-ce pas, des démembrements des organes spécialisés, l'OJADPC, l'OFRDPC, le RDPC, et tous ces organes-là travaillent énormément pour pouvoir, n'est-ce pas, inscrire les militants. Et je crois que parmi les 7 millions dont on parle au niveau des chiffres, je ne serais pas surpris que le RDPC soit à près de 3,5 millions d'inscrits. Et je le dis de mémoire parce que nous inscrivons même dans l'arrière-pays, même, n'est-ce pas, dans les zones reculées. Donc, je suis tout à fait satisfait d'abord de la conscience que les militants du RDPC ont par rapport aux inscriptions, et je suis d'autant plus satisfait qu'aujourd'hui, je suis convaincu, du moins quand on dit un militant du RDPC, je suis convaincu que chaque militant du RDPC a une carte électorale. Dans tous les cas, nous veillons à ce que ce soit ainsi et nous essayons, autant que faire se peut, le vérifier lors, n'est-ce pas, des grandes manifestations politiques, lors des meetings politiques, nous le vérifions. Et encore que, vous savez, parfois il nous arrive dans les réunions, avant même de commencer la réunion, chacun présente, n'est-ce pas, sa carte électorale. Parce qu'en fait, c'est important de le dire, c'est le ticket. C'est le ticket de participation à la conquête du pouvoir ou à sa conservation. C'est la même question relativement à l'appréciation que vous faites du processus. Aujourd'hui que les populations semblaient adhérer, c'était par rapport à ce qui se faisait avant. Mais pour dire la vérité, dans l'absolu, les populations ne courent pas vers les inscriptions. Et je ne suis pas entièrement d'accord avec le discours pleurnichard et larmoyant de mon collègue de l'opposition. Vous comprenez? Parce que nous sommes dans l'arène politique. D'accord? Nous savons tous que Elekam est un démembrement du RDPC. Excusez-moi de le dire comme ça. Nous le savons tous. Elekam, l'administration, tous, c'est des démembrements, c'est des bras séculiers du RDPC. Et nous ne pouvons pas tout le temps... moi, je ne le sais pas. Oui, je vous laisse poursuivre. Oui, je le dis. Nous ne pouvons donc pas demander au RDPC de nous aider à conquérir son pouvoir. Nous ne pouvons pas le demander au RDPC. Donc, c'est à l'opposition de se réinventer, de trouver de nouveaux discours pour amener les gens à s'inscrire. Parce que si je vous dis que les gens ne sont pas passionnés, ne courent pas vers les inscriptions, c'est quoi? Regardez tout simplement. Pour organiser un point d'inscription et amener des gens à converger vers ce point d'inscription, il faut parfois les flatter. Dire qu'il y aura des sacs pour la rentrée scolaire. Dire qu'il y aura à manger. Vous comprenez? Ça, on est en train de les draguer. Pourtant, si les militants avaient déjà mordu à l'hameçon, avaient déjà compris et assimilé le discours que nous devons inventer, ce sont les Camerounais qui s'empresseraient de courir vers Elekam. Vous comprenez? Donc je dis à mon collègue, tout ce qu'il a dit est vrai. Les machines qui tombent en panne, Elekam qui ne distribue pas les cartes comme on veut, et puis il y a le problème fondamental qu'il a soulevé, le problème des cartes nationales d'identité. Et, in fine, cela pose le problème des actes de naissance. Quand vous n'avez pas d'acte de naissance, c'est difficile d'accéder à une carte d'identité, donc de vous inscrire. Donc c'est à nous de l'opposition de nous réinventer et de cesser de pleurnicher. Elekam demande de l'argent, mais trouvons les moyens. On ne peut pas vouloir aller à Etoudi à pied si on n'a pas l'argent pour payer le transport à aller à Etoudi. Trouvons les moyens pour contourner ces obstacles. Puisque nous savons que c'est comme ça que ça se passe, je ne suis pas en train de légitimer les pratiques. Entendons-nous très bien. Vous êtes factuel. Je suis concret, je suis réaliste. Puisque en pleurnichant, nous n'allons inscrire personne, et au final, ils vont nous battre aux élections. Mais ils disent qu'ils ont déjà plus de 3 millions d'inscrits. Donc, pleurnicher... C'est 7 millions. Je n'entre pas là-bas, nous n'avons pas de preuves. Vous comprenez? Parce que partout, même dans l'opposition, quand on inscrit 10, on dit qu'on a inscrit 500. Vous comprenez? Donc, moi, je n'entre pas dans le débat des chiffres, là. Je n'ai aucun chiffre devant moi. J'ai des chiffres. Oui, oui, il va les contester. Écoutez, je n'entre pas dans la guerre des chiffres. Vous comprenez? Je dis simplement que réinventons-nous dans l'opposition, mon cher collègue. C'est ce que nous avons fait. Parce que voilà, cessons donc de pleurnicher, de faire comme si Elekam doit nous aider. Alors que nous savons que... Je vous dis qu'aujourd'hui même, Elekam était à Fotouni. Mais vous aurez la parole. Vous aurez la parole dans une minute. Je dis donc que cessons donc de pleurnicher. Travaillons plutôt... Non, nous ne pleurnichons pas, nous dénonçons.
Oui, tout le monde sait ça. Nous dénonçons, et nous appelons à la mobilisation pour dénoncer. Oui, mais c'est Fidèle du Messie. Attendez, Fidèle, vous aurez le temps de réagir. Ça ne sert plus à rien. Même si nous ne disons pas ça ici, les Camerounais savent que c'est comme ça. Même le Camerounais le plus abruti, excusez-moi, c'est que Elekam. Mais on doit continuer à dénoncer, maître. Bon, oui, mais allons-y, mais ok, je suis heureux au moins. Nous n'avons pas nous fatiguer à dénoncer. Il connaît le professeur Baïbek. Je lui pose la question. Nous n'avons pas nous fatiguer à dénoncer. Donc, je dis que moi, je suis heureux d'entendre qu'ils dénoncent, mais ils vont au-delà de la dénonciation. Là, je suis heureux. Voilà. Donc, on n'est pas en train de pleurnicher, non. Nous travaillons sur le terrain. Donc, je dis que voilà ce que nous devons faire. D'accord. Et je voudrais signaler que ça ne sert à rien à Elekam d'empêcher que les partis de l'opposition fassent inscrire des Camerounais. Vous comprenez? Cela ne sert à rien. Parce que même quand vous inscrivez, vous faites inscrire un Camerounais, qui vous garantit qu'il va voter pour vous? Vous savez, ce n'est un secret pour personne. Ils ont une grosse peur, maître. Nous sommes une grosse peur de la participation massive. Maître Messie, si on fait comme ça, ça ne va pas arriver. Ils ont une grosse peur de la Je comprends votre envie de... Donc je dis que qui dit à Elekam, si c'est vrai, parce que on décrit ce phénomène depuis, qu'il y a une obstruction à plusieurs niveaux au niveau de l'Elekam. Nous le décrions depuis. Alors, mais qui dit à Elekam que les Camerounais que le PCRN fait inscrire voteront pour le PCRN, ne voteront pas pour le RDPC? Qui vous le dit? Personne. Donc, laissez favoriser les inscriptions sur les listes électorales. Et alors, au niveau du PCRN, parce que mon frère André Luther Meka a parlé de la proximité. Je veux dire, au niveau de la proximité, par rapport à cette proximité, le PCRN est en avance. Comment ça? Parce qu'au niveau du PCRN, nous avons créé un organe qui est la délégation permanente chargée des élections, qui est chargée de créer au niveau de chaque démembrement du PCRN sur le territoire camerounais un agent chargé de faire inscrire les Camerounais sur... Donc, à chaque démembrement, nous avons un délégué chargé des questions d'inscription sur les listes électorales. Est-ce que le RDPC ne déploie pas autant d'efforts parce qu'eux se disent, bon, on a quand même déjà une certaine... Non, il l'a dit, je pense qu'ils ont triché chez nous. C'est ce que je voulais dire. Ils ont pris chez nous. D'accord. C'est ce que je voulais dire. Alors, je suis heureux d'avoir d'ailleurs deux avocats sur... La Constitution et la loi électorale consacrent le droit à la libre participation aux élections. Est-ce que le fait d'aller vers les citoyens, de les inciter, de les pousser à aller s'inscrire, n'est-il pas anticonstitutionnel? Est-ce que ce n'est pas une forme de, je ne veux pas dire fraude, de harcèlement en voie justement de s'inscrire sur la liste? Maître Oui, avant de répondre à votre préoccupation, je voudrais relever quelques incohérences dans ce que M. Meka a annoncé sur ce plateau. Sur les 3 millions. Oui, sur les 3, pas seulement les 3 millions. Il a dit que Elekam a inscrit à moins de 500 000 par an. Et je vais vous donner les chiffres annoncés par Elekam. Je prends à partir de 2012. Elekam nous annonce que le fichier électoral est à 7 8 704 électeurs. Et nous informe qu'il va inscrire 350 000 électeurs par semaine. Et il dit qu'ils ont acquis 12 000 kits qui vont permettre d'atteindre cet objectif. Et en 2013, Elekam nous informe que nous avons un nombre de 6 500 000 électeurs. Non, de 2012 à 2013, il y a 6 500 000, il y a 6 500 électeurs qui ont disparu. Donc, 508 704 électeurs par rapport à 2012. Vous voyez, depuis 2012, parce que M. Meka a parlé tout à l'heure qu'actuellement, on est autour de 7 millions. Mais depuis 2012, Elekam parlait déjà d'un fichier de 7 millions. Donc, vous voyez, de 2012 à 2023, 11 années se sont écoulées et Elekam est toujours autour de 7 millions d'inscrits. Et
Elecam lui-même indique en octobre 2018, à la veille de la présidentielle, qu'il y a 6 667 754 électeurs inscrits, soit 167 564 nouveaux inscrits, loin des 500 000 inscrits que Beka vient d'annoncer ici, 500 000 inscrits par an. En 2020, Elecam dit qu'on est à 6 928 inscrits, soit 233 974 nouveaux inscrits, loin des 500 000 inscrits par an. Donc voilà quelques chiffres qui indiquent que ce que Meka dit, s'agissant de 500 000 inscrits par an et de 7 millions, n'est pas exact. Et je voudrais également indiquer que Elecam ne devrait pas être là pour se préoccuper de s'inscrire les électeurs d'un parti politique. Puisque Elecam est un organisme indépendant, autonome, chargé d'organiser le processus électoral. Et devrait, avec les moyens mis à sa disposition, se déployer pour même sensibiliser les citoyens à s'inscrire. Ça ne devrait même pas être le travail des partis politiques. Donc j'aimerais là pour répondre à votre préoccupation qu'il n'y a pas de harcèlement. Parce que la politique, c'est dans le discours, c'est dans la conviction, dans la persuasion. Et il est de l'intérêt de tous les citoyens partant de la nation de participer à la vie politique. Parce qu'en participant à la vie politique, on peut opérer le changement en désignant les dirigeants qu'on souhaite. Et lorsqu'on participe à la désignation des dirigeants, l'obéissance à ces dirigeants est automatique. Et de ce point de vue, il n'y a pas de risque que la paix soit menacée. Donc, lorsqu'on sensibilise les citoyens à s'inscrire pour participer à l'activité politique du pays, il n'y a point de harcèlement. Ça fait partie des actions politiques, ça fait partie de l'activité politique. Et lorsque les citoyens participent, on a des chances de stabilité. C'est Jean-Jacques Rousseau qui disait que les lois qui sont librement votées par nous-mêmes nous sont imposées. Parce que si nous participons en choisissant les députés et que nous sommes d'accord que les députés qui sont choisis sont les nôtres, ce sera très évident et facile que nous puissions obéir à ces lois. Et l'obéissance aux lois votées par les députés qui sont les mandataires ou le président de la République, qui, avec députés, que la Constitution le dit, la souveraineté appartient au peuple camerounais, qui l'exerce à travers ses représentants, qui sont le président de la République et les représentants au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale et au Sénat. Non, c'est dans notre intérêt, à nous tous, de faire en sorte que nos citoyens prennent conscience de ce qu'il y a à participer à la vie politique et que c'est même le droit qui est consacré dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, des droits civils et politiques. André Luther, sur la même question, et je voudrais peut-être ajouter, est-ce que c'est pas une forme de populisme que les partis politiques font, justement, j'ajoute à la précédente question, auprès des citoyens pour justement les inciter à s'inscrire sur les listes électorales? Oui, mais je me serais attendu que vous aurez rectifié tous les chiffres qu'il a dit, parce que le chiffre officiel d'Elecam, c'est en moyenne 7 200 000 électeurs déjà inscrits. Donc, qui ne disent pas que c'est des chiffres faux, parce que je n'invente pas. Je voulais évoquer ça pour faire l'écart de ce que Elecam lui-même a déclaré en 2012 et que nous sommes en 2023. Elecam est toujours à 7 millions, parce qu'en 2012, Elecam parlait déjà de 7 millions. Ouais. Elecam ne parlait pas de 7 millions en 2012. Elecam ne parlait pas de 7 millions en 2012. Je vais revenir sur les chiffres avant la fin de l'émission. Mais
je me serais attendu qu'on rectifie, parce que c'est ça le chiffre officiel. Et j'ai dit également qu'à Yaoundé, on parle de 1 200 000 inscrits par rapport à 4 millions, d'habitants, et à Douala, à 998 000 inscrits. Donc, je n'ai pas inventé ces chiffres. Bon, maintenant, vous faites une... 998 000 inscrits à Douala par rapport à quel chiffre de population? L'année dernière. Mais je vous donne des chiffres exacts. Hein. Nous sommes en télévision. Vous parlez de 4 millions de population à Yaoundé. Non. Maître. Vous tronquez déjà même les chiffres de recensement. Maître, j'ai dit que si vous faites comme ça, on ne va pas s'en sortir. Okay. Laissez-le terminer, vous prenez des notes, vous pourrez corriger au fur et à mesure. D'ailleurs, vous l'avez fait tout à l'heure. Vous pourrez corriger, reviendra. Vous avez vu que vous a posément suivi. Tu peux m'interrompre, nous sommes de l'opposition. Je vais l'accepter. Non, moi, pas le RDPC. Moi, je ne comprends pas parce que c'est des chiffres officiels. Hein. C'est des chiffres officiels. Je vous parle de 1 200 000 d'inscrits à Yaoundé et 998 000 à Douala. Donc, je n'invente pas. Je parle en télévision. Et j'aimerais qu'on soit un peu sérieux. Et je dis encore, c'est 7 300 et poussières de 1000 inscrits au niveau du Cameroun. Donc, maintenant, si vous entrez dans une masturbation intellectuelle pour montrer que c'est des faux chiffres, ça c'est votre problème. Je n'ai pas dit des faux chiffres. Maintenant, je dis que ça démontre que les performances de l'ECAM sont médiocres. C'est tout. Je ne vais pas contester le chiffre. Hein. Le 7 millions, je ne vais pas contester. Allez-y. Bon, nous pouvons évaluer le ratio par rapport à l'objectif. L'objectif, c'est 10 millions. Ce n'est même pas ça. C'est plus que ça. Non, je dis c'est l'objectif qui a été... Ça. Non, au-delà de la question... On était à 7 millions. Et l'ECAM a dit qu'il inscrivait 350 000 par semaine. Je crois qu'on a donné... C'était d'inscrits 7 millions. Donc 7 millions plus 7 devait avoir 14 millions. Maître. Et là, je peux être d'accord avec Maître Bébé, qui avait parlé, partir. Son parti avait parlé de l'opération 15 Vous pouvez partir. Maître, Maître, s'il vous plaît. Même s'il donne des chiffres pas corrects, vous notez, on va corriger. S'il vous plaît. Merci. Il est extrêmement agité pour un avocat. Bon, allez-y. Bon. Je ne comprends pas. Tu n'es pas bien placé pour apprécier mon exercice. On vous laisse tout le temps de parole de l'émission. S'il faut répondre à chaque virgule. Non, vous savez que... non, laissez-le... Nous avons l'habitude de partager le plateau. Hein. Oui. Ce que je lui fais là, je lui rends un peu la... Non, c'est pas nécessaire. Allez-y. Bon, j'en rigole un peu. En fait, c'est un peu ça les chiffres. Donc le jeu n'était pas sous les chiffres. On a une question. Non, c'est important d'abord de mettre la base. Et je l'ai dit en 2006, lorsqu'ils ont été créés, ils ont eu des objectifs. Et je crois que l'objectif qui a été fixé, c'est atteindre au moins le cap de 10 à 11 millions d'inscrits. Ils sont à 7 millions. Et je crois que d'ici 2025, on attend pour voir si effectivement... Au 20 janvier 2023. Oui. Le chiffre officiel des inscrits, 7 380 900. Tout à fait. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Tout à fait. Donc, naturellement, et moi je suis très surpris de l'attitude plénicharde, n'est-ce pas Non, passons à la question. La question, j'ai posé une première question, m'inspirant de la Constitution et de la loi électorale, qui prescrit que le vote est libre. Est-ce que cette façon, je vais le dire peut-être façon légère de tchatcher les citoyens, de faire le porte-à-porte, est-ce que ce n'est pas une forme de violation de la loi ou plus? Est-ce que ce n'est pas une forme de populisme que les partis politiques font pour inciter les citoyens à aller s'inscrire sur les élections? Non, il y a d'abord quelque chose que je voudrais gommer. D'accord. Parce que nous sommes tous sur le terrain et honnêtement, moi j'ai rencontré le MRC sur le terrain, à Douala 5e. Donc moi je suis surpris aujourd'hui qu'ils disent il y a obstruction. Pendant des semaines, hein, je les ai vus. Ils ont même voulu prendre une photo avec moi. J'ai dit que non, on ne peut pas... Pourquoi vous avez refusé? Non, j'ai refusé parce que je ne suis pas du MRC. Il est intolérant. Hein? Je ne suis pas du MRC. Je suis pas du MRC. Moi, je suis du RDPC. Pour que je prenne une photo avec l'opposition, je demande autorisation à mon parti pour qu'il n'y ait pas confusion. Et j'ai vu le président Kabal Libi dans l'arrière-pays avec les inscriptions et tout. Moi, je ne comprends pas cette attitude, je ne sais pas, je ne sais pas comment appeler ça, batracien ou antidestre, je ne sais pas, de vouloir toujours critiquer lorsqu'ils sont sur le terrain. Moi, je sais qu'ils sont sur le terrain. On se rencontre parfois sur le terrain au niveau des inscriptions. Lorsque vous posez votre question, n'oubliez pas qu'il y a le besoin de sensibilisation parce que les partis politiques ont aussi une mission, n'est-ce pas, d'éducation politique.
Et dans cette émission d'éducation politique, nous pouvons aller vers les citoyens pour leur expliquer l'importance de s'inscrire sur les listes électorales. Et je crois que moi, c'est un exercice qui me plaît beaucoup. Je l'avais fait vraiment à la veille des élections présidentielles avec le camarade Emmanuel Evenkom. Il y avait des débats houleux, parce que les Camerounais ont des a priori. Ils disent que beaucoup soupçonnent et les CAM par le travail que l'opposition fait, de penser que si quelqu'un vote, son vote ne sera pas considéré. Il y en a qui disent que ça ne compte jamais. Donc nous sommes obligés d'expliquer que, mais vous dites que le vote ne compte jamais, mais vous avez les membres de l'opposition qui ont des mairies entières qu'ils contrôlent. Ça veut dire que le vote compte. Vous avez, dans le Noun, vous avez pratiquement l'UDC qui a un fief électoral à ce niveau-là. Vous avez, dans la ville de Douala, vous avez, n'est-ce pas, des députés de l'opposition qui gagnent. Mais comment le vote n'est pas compté? Donc, nous essayons, n'est-ce pas, de débattre, d'échanger, pour qu'ils puissent intégrer le fait que lorsque vous vous inscrivez, effectivement, votre vote compte. J'aimerais dire ici que j'ai suivi un maître Bébé dit que Elekam est du RDPC. Et c'est des slogans ou des énonciations qui font en sorte qu'il y ait, j'allais dire, un rejet des citoyens au niveau des inscriptions des listes électorales. J'aimerais dire ici, peut-être les gens ne connaissent pas l'histoire, et nous sommes très attentifs à l'histoire. Lorsque le président Biya avait, n'est-ce pas, le décret par rapport à Elekam, il y a eu des consultations. Et dans ces consultations, Maître Bébé, le cardinal Toumé avait été approché. Il a décliné l'offre. Madame Henriette Eko a été approchée, elle avait décliné l'offre. Le professeur Mathias Ronangini avait décliné l'offre. Je crois que à la fin, il y avait Monseigneur Dominique Watio, qui a été membre de l'ECAM. Je crois que professeur Titi Well, membre de l'ECAM. Quand vous dites que c'est pour le RDPC, véritablement des slogans pareils font en sorte que ça jette un discrédit sur des institutions qui ont été forcément constituées sur le consensus, bien que certains ont rejeté le consensus. Moi, je crois qu'il y a un travail qui est en train d'être fait au niveau de cette institution, et je vous assure que nous-mêmes, Maître Bébé, ce sont des avocats, nous-mêmes nous portons parfois plainte. Je me rappelle à une époque ici, l'élection de Mme Foni avait eu des problèmes, des sérieux problèmes. Et je me rappelle que nous nous retrouvons souvent au tribunal pour, n'est-ce pas, quereller un certain nombre, n'est-ce pas, de circonscriptions électorales qui nous ont été volées, parfois même par l'opposition. Donc, je pense qu'il est important aujourd'hui de dire aux Camerounais de s'inscrire d'abord. On devait être unanime là-dessus, de dire aux Camerounais qu'il faille s'inscrire sur les listes électorales, parce qu'on ne peut pas, en ce qui nous concerne, de conserver le pouvoir, de faire en sorte que le président Paul Biya puisse, n'est-ce pas, avoir un autre mandat sans que les Camerounais ne puissent s'inscrire. Et je le dis qu'aujourd'hui, il est plus que jamais important que nous sachions que si nous voulons conserver le pouvoir, si nous voulons donner une majorité obèse, bon, c'est vrai que les gens n'aiment pas obèse parce qu'on dit que c'est comme si on est malade, mais une majorité confortable, il est important que les RDPCistes qui me suivent sachent qu'ils doivent aller s'inscrire parce que le président Biya sera candidat. Ah bon? Mais naturellement. D'accord. Il sera candidat et nous avons un autre défi aujourd'hui, c'est de présenter un président solide même à 100 ans, pour pouvoir démontrer que l'Afrique est solide et qu'il y a des patriarches, des doyens ici qui peuvent vivre pendant longtemps, avoir la même sagesse, la même intelligence et diriger le pays avec force et vigueur. Alors, Maître Roger Bébé, quand on sait que le dernier recensement date de très longtemps, ça fait tellement longtemps que je n'ai même pas vraiment souvenance, est-ce qu'on peut donner du crédit à ces chiffres qui sont avancés? Non. Et les canaux 17 millions, on ne sait pas exactement combien de Camerounais existent dans les différents fichiers au niveau des actes d'état civil. Est-ce que ça ne pose pas un problème véritable? Mais bien sûr. Mais bien sûr, c'est pour ça que je vous ai dit que cette guerre de chiffres-là me paraît surréaliste et inopportune. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a que l'ECAM et le RDPC qui savent de quoi il s'agit. Vous persistez à dire que c'est la même maison. J'en viens. Je vais vous montrer qu'en fait, ce que
mon frère Meka veut faire, il veut vendre les pulls verts aux gens qui vivent dans le désert. Et ça ne peut pas passer. Je vais lui démontrer pourquoi et en quoi Elecam est un démembrement du RDPC. Je vais vous démontrer ça de manière factuelle. Vous savez que je ne suis pas un populiste. Je ne viens jamais dire que c'est noir là où c'est blanc. Je sais reconnaître que c'est bon quand c'est bon. Je ne suis pas un populiste, je ne suis pas un fanatique. Vous comprenez? Donc je vais le lui démontrer. Je voulais donc simplement dire que on ne peut pas se fier à cette guerre, on ne peut pas rentrer dans cette guerre de chiffres-là. Nous étions dernièrement, il y a environ un mois, à un séminaire de capacitation des élus locaux du littoral, organisé par le Mindevel, ici à la salle de fête à Foix. Et ce problème a été posé. Parce que les gens du PUNEC étaient là. Oui, nous avons posé ce problème. Ça dit que le recensement n'était plus fiable aujourd'hui. Comment pouvions-nous aller aux élections sans savoir déjà combien nous sommes? Comment nous nous inscrivons? Combien sont inscrits? Donc ce problème-là, vraiment, je dis qu'on ne peut pas ouvrir parce que nous n'avons aucune donnée fiable. Tout ce qu'on sait, c'est que les chiffres qu'on nous donne ne sont pas vrais. Maintenant, mon frère Mekavo dit que j'ai tort de dire que Elecam est du RDPC. Non, c'est une vérité de la palissade. Nous avons la plateforme de l'opposition. D'ailleurs, la première personne qui dit, parce que vous dites que quand je le dis, c'est que j'incite les gens à ne pas s'inscrire et à ne pas aller voter. Non. Sinon, vous accusez aussi Elecam. Parce que Elecam a été l'un des tout premiers à dire que le code électoral est mauvais. Elecam l'a dit. Exact. Est-ce que Elecam était donc aussi en train de décourager les gens à aller voter ou à aller s'inscrire? Vous voyez? Moi, je vous donne la parole pour répondre. Maintenant, vous me regardez, vous ne répondez plus. Bon, vous avez la parole. Moi, je vais. Non, je le connais. S'il avait des arguments, il m'aurait coupé. Non, je vais réagir. Donc, je continue. Je continue donc en disant que quand je dis que Elecam est un démembrement, est une chambre, et l'antichambre du RDPC, la plateforme de l'opposition a travaillé pour proposer un code électoral ou un système à minima ou consensuel. Ça on n'a pas touché même aux choses essentielles. Juste des petites choses là qui ne demandaient pas de changer la Constitution. Nous avons travaillé là-dessus, 7 partis politiques. Et on a organisé une réunion à l'hôtel Hilton pour restituer ces travaux-là. Ils sont venus saccager la réunion. Ils nous ont chassés. Vous comprenez? Ils nous ont chassés. Hein? Donc, et qu'est-ce qu'on propose? L'une des mesures qu'on proposait dedans, c'était de réduire le nombre de représentants du RDPC à Elecam. Elecam est un organe qui doit être neutre. Exact, comme dit la loi. Or, tous ceux qui sont nommés à Elecam, en dehors des membres du RDPC, vous avez les membres de l'administration. Ils sont combien? Ils sont combien? Regardez bien les membres qui sont nommés dans les organes qui organisent les élections. Vous verrez qu'ils sont à 80% directement ou indirectement du RDPC. Exact. À partir du moment où c'est le président du RDPC qui les nomme aux fonctions qu'ils occupent avant même d'entrer à Elecam, comment voulez-vous qu'ils soient pour l'opposition? Comment voulez-vous? Donc c'est pour ça que je dis, et ça vous ne pouvez pas le contester. Elecam même l'a dit. Vous comprenez? Non, je veux dire qu'Elecam dit que le code est mauvais. Ah d'accord. Et que le système est mauvais. Ouais. Il n'y a pas que le code qui est mauvais, le système. Or, Elecam est un acteur du système. D'accord. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, je voulais terminer avec la question que vous avez posée, puisque vous avez... Sur le populisme. Oui, vous avez interpellé la qualité de juriste que nous sommes. Je dis que M. Djoumissa a bien répondu à la question. Je ne suis d'ailleurs pas surpris, parce que M. Meka aussi a bien répondu, bien que n'étant pas juriste. Moi, sa réponse m'a agréablement surpris. Je voulais juste ajouter que... si c'est un harcèlement, c'est un bon harcèlement. Anticonstitutionnel. Non, il tire sa source de la Constitution. Comment ça? Même M. vous l'a dit. Parce que c'est la Constitution, et M. Meka l'a dit. Parce que c'est la Constitution qui charge les partis politiques de former et de sensibiliser les Camerounais. À quoi? À exercer leur devoir. Or, aller voter, aller s'inscrire est un devoir. Ce n'est pas une obligation. Parce qu'en droit, il faut distinguer. C'est subtil, ça se tient. C'est un droit. Maître Bébé, sans le couper, j'ajoute un peu de l'eau à ton moulin. Dans certains pays, comme en Belgique, le vote est obligatoire. Voilà. Mais ici, ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que je voulais vous dire qu'il faut faire une distinction entre une obligation et un devoir. Au Cameroun, le vote est un droit. Mais ce n'est pas une obligation.
Parce qu'une obligation est toujours assortie de sanctions. Si vous n'allez pas vous inscrire, vous n'allez pas voter, on ne vous sanctionne pas. Donc c'est un devoir. Un devoir est quelque chose qui a un aspect beaucoup plus moral, qui vous interpelle dans votre conscience. Vous comprenez? Donc, si c'est un harcèlement, si c'est une drague, eh bien, c'est bienvenu, parce que ça tire sa source de la Constitution. Les Camerounais, puisque quand on va former les Camerounais sur le terrain ou les sensibiliser, tout ce qu'on leur dit se résume en une seule chose. Allez voter pour ne pas laisser que les autres décident à votre place. Voilà tout le message qu'on va dire aux Camerounais. En quoi ce serait donc un harcèlement au sens répréhensif? D'accord. Voilà, c'est ce que je veux. Quels sont les blocages justement donc, à ce processus électoral? Je veux dire, qu'est-ce qui empêche souvent que les citoyens ne puissent pas s'inscrire? Qu'est-ce qui, vous, les partis politiques, y compris lorsque vous mettez les moyens pour vous déployer, vous n'arrivez pas forcément à atteindre cet objectif-là? Est-ce que vous avez entamé des démarches auprès qui c'est peut-être des LECAM et des autorités comptables de l'organisation des élections pour que ces blocages-là soient levés? Maître Fidèle. Maître Bébé vient de le relever. Les blocages sont connus parce que le système électoral ne paraît pas crédible. Et il ne paraît pas crédible à plusieurs égards. Déjà par rapport à l'indépendance de l'organe qui est chargé d'organiser, de superviser le processus électoral, qui est l'ECAM, qui, malgré le fait que la loi dit que ça doit être un organe impartial, il y a, dans les faits, dans la composition, on ne voit pas cette indépendance et cette impartialité. Et Maître Bébé l'a bien relevé que lorsque le président du conseil électoral est nommé par le président du RDPC, qui est candidat aux élections, et lorsque le directeur général est nommé par le même président du RDPC, et quand vous voyez les anciens présidents comme l'actuel, c'est les anciens gouverneurs. Et les anciens gouverneurs ont leur affiliation au RDPC. Vous ne pouvez pas être gouverneur dans ce pays si vous n'êtes pas du RDPC, même sous-préfet. Et lorsqu'on voit même dans les démembrements des démembrements régional ou démembrements communal ou départemental, les responsables que vous voyez nommer là, c'est des gens qui ont des affinités avec le RDPC. Récemment, vous avez vu la dénonciation d'Honorable Nietzsche parlant d'un demandeur, d'une responsable nommée à Douala 3e, qu'on a fait affecter à Douala 4e, sans résoudre le problème. Parce que cette personne, c'est l'épouse d'un militant connu de tous, de notoriété publique, qui est maire de Douala 5e, qui est du RDPC. Donc, quand vous voyez que l'organe n'est pas indépendant, et c'est ça qui fait que les citoyens ne croient pas au système. Et même les cas l'a dit, qu'on va auprès des citoyens pour les sensibiliser de croire au système. Mais ils ne peuvent pas croire au système, ce système, monsieur Meka, parce que le système n'est pas crédible. Et pour qu'il soit crédible, Maître Bébé l'a dit, la réforme consensuelle du code électoral, même pour ce qui est minimum, on n'a pas demandé grand chose parce que la réforme envisagée porte sur le code électoral et même sur la Constitution. Mais dans la plateforme à laquelle nous participons avec le PCN, nous avons demandé des petites choses. Par exemple, le bulletin unique, instituer le bulletin unique. Accroître le temps de parole des opposants sur les plateaux de télévision. Instituer le bulletin unique. Le bulletin unique fait en sorte que sur le plan des finances, sur le plan financier, le budget est réduit parce que quand il y a, par exemple, parfois 20 candidats à la présidentielle, on multiplie 20 bulletins. Alors que si on fait un bulletin, il n'y a qu'un seul bulletin et on fait des économies. Et également, on demande que les procès-verbaux qui dressés dans les commissions locales de vote, qu'on appelle les bureaux de vote, les procès-verbaux qui sanctionnent le dépouillement, que ces procès-verbaux aient la valeur égale pour tous les partis, contrairement à ce qui est dit dans le code électoral actuellement, qu'il n'y a que quand il y a contrariété entre procès-verbaux, seul le procès-verbal de l'ECAM fait foi. Comment on peut croire? Parce que dans la pratique... En fait, il y a un problème de fond de confiance. Oui, non, il y a... Parce que l'ECAM, dans la pratique, participe à favoriser le RDPC. Et c'est pour ça que Maître Bébé a dit que c'est un démembrement du RDPC. Parce que dans la pratique, quand
les procès-verbaux sortent du bureau de vote, ils font d'abord un tour à Elecam. Et à Elecam, c'est le laboratoire de la fraude. C'est là-bas qu'on falsifie. Oui, nous étions sur le terrain, nous sommes sur le terrain. Nous avons participé aux élections. Ouais. Comment vous pouvez dire qu'Elecam fraude? Oui, non, parce que Elecam falsifie les PV. Non. Oui. Comment ça? Oui, Dipita. Elecam falsifie les PV. Elecam l'a fait lors des élections législatives de 2013 dans le Fundi. Elecam l'a fait lors de la dernière élection présidentielle. Il y a le problème de 32 PV. 32 PV pour l'élection présidentielle qu'on a présenté au Conseil constitutionnel, qui ont été falsifiés. 32 PV. On a falsifié les 32 PV là pour donner la victoire au candidat de M. Meka. Vous avez les 32 PV là? Oui, nous les avons. Nous les avons expliqués au Conseil constitutionnel. Nous les avons expliqués au Conseil constitutionnel, Dipita. Et jusqu'à aujourd'hui, aucune réponse n'a été donnée par rapport à ces 32 PV. Ils ont été falsifiés par Elecam. D'accord. André Luther, vous allez certainement ajouter à ce qui a été dit sur les précédentes questions, mais moi je voudrais savoir qu'est-ce qui peut expliquer cette timidité de représentativité des membres de l'opposition au sein des organes de l'ECAM. Lorsque le président de la République, par exemple, nomme les membres de l'ECAM, on a pu citer beaucoup de cadres, des anciens cadres, vous allez dire, mais beaucoup de cadres qui viennent du RDPC, de l'administration, ça peut se comprendre, mais très peu des membres de l'opposition sont dans les différents organes, que ce soit au niveau national ou dans les démembrements. Bon, vous me direz que la nomination est discrétionnaire. Non, c'est pas ce que je vais dire. Okay, c'est qu'au commencement, il y a eu des consultations. D'accord. Ce qui était le commencement, je ne sais pas s'il y avait le MRC, mais au commencement, il y a eu des consultations. Le SDF a notamment été consulté, la société civile avec le cardinal Toumi, je l'ai dit, Mme Ariete Kwe, Mathias Wolangini, et peut-être les gens le savent passer, il y a un membre du SDF dans le Conseil constitutionnel. Il y a un membre, c'est important de le dire. On parle du Conseil électoral. Non, nous ne sommes pas au Conseil constitutionnel. Non, mais je suis en train de vous dire, vous parlez des représentativités. Nous parlons des RICAM, pas de Maître, vous parlez de représentativité. Après, non, après. Allez-y. Merci. Luther ne crée pas la madame. Maître. Maître. Il y a des gens en prison. Mais, il a des camarades en prison. Ah oui. Parfois, il faut le comprendre. J'ai des camarades en prison. Je veux bien le comprendre, mais ce n'est pas un espace de manifestation ici. Donc, puisqu'on n'a pas les moyens, voilà, on n'a pas les moyens de vous contenir. Donc, je vous en prie, allez-y, Meka. En fait, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on commence à aller, comment pas chuter au Conseil constitutionnel? Donc, au Conseil constitutionnel. Disons que ça fait un peu partie du système électoral. Oui. Donc, maître, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, c'est très bien où je veux en venir. On va chuter au Conseil constitutionnel et là-bas, il y a un membre du SDF. Il y a eu des consultations. Je crois que certainement, ces consultations doivent se poursuivre. C'est tout à fait normal. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il y a des concertations. Il y a des consultations qui se passent. Et puis, je vais même aller au ras des pâquerettes de façon simple. Lorsque nous allons dans le bureau de vote, il y a les représentants de l'opposition. On n'amène pas les urnes à Elecam. On fait le dépouillement public. Maître, il faut dire ça aux Camerounais. On fait le dépouillement public dans tout le Cameroun. Non, si. On fait le dépouillement. C'est pas le problème qu'il a posé. Non, je suis. Non, tu noies le poisson. Non, je ne veux pas noyer le poisson. Il est très fort. Non, je ne veux pas noyer. Non, attendez, maître, attendez. Moi, je vous ai suivi. Je voulais juste clarifier. Non, je vous ai suivi. Je vais pas à pas. Ça veut donc dire que c'est volontaire. Non, c'est pas. Il y a un dépouillement public. Et tous les membres qui sont dans le bureau de vote signent les PV. Et chacun rentre avec une copie du PV. Alors, là, il y a un problème d'intelligence. Quel est le PV qui va faire foi lorsqu'il y a litige? Vous n'allez pas me dire que c'est le PV d'un parti politique qui est allé à la base. C'est le PV de l'administration qui est chargé, n'est-ce pas, des élections. Mais c'est-à-dire que c'est l'absurde de penser le contraire. Que c'est le PV que Maître Bébé va venir du PCR qui doit faire foi. Est-ce qu'il a fabriqué un PV? Il a bien pris ce PV? Non, quand vous parlez de confiance, il y a quand même une institution qui organise et qui est neutre. Quand je dis neutre, je mets
sur la table, l'institution, j'ai la clause professionnelle, la clause de conscience, et notamment même la conscience professionnelle. Hein? Vous n'allez pas me dire que parce que quelqu'un est juge, et si il est juge, ça veut dire que si... Les faits historiques nous donnent, Maître Messiana a relevé quelques-uns quand même, nous donnent quand même d'avoir certaines craintes. Je vous laisse poursuivre, et puis Maître Bébé va réagir. Donc, il y a ça. Lorsque vous parlez de bulletin unique, mais ce n'est pas tous les Camerounais qui savent lire ou écrire. Et c'est important parce que ce que vous ne savez... Non, j'ai dit ce n'est pas tous les Camerounais. Il y a aussi... Et là, vous avez raison. Oui, mais vous savez très bien que dans nos villages, on vote la photo. Hein? Je connais dans les villages, on dit, voilà, c'est lui. Hein? Donc, des choses aussi simples. Lorsque vous venez avec l'intellectualisme, le bulletin unique, il faut cocher ceci et machin, il y aura un problème d'adaptation par rapport, n'est-ce pas, au visu, c'est-à-dire à l'image, parce que les gens votent l'image. On voit la photo, on prend la couleur. Les gens font la campagne avec la couleur blanche. Voici la photo. Ah, tout ça, c'est très compliqué. Lorsque vous parlez, n'est-ce pas, de bulletins uniques, c'est très compliqué. Mais c'est possible, mais ça a des risques. Et ces risques-là, vous allez les constater sur le terrain où les gens vont rater les cases, où les gens ne vont pas essayer de lire, parce qu'il n'y a pas que les villes au Cameroun, il y a l'arrière-pays. Et je voudrais également dire que cette affaire, quand vous parlez des obstacles, des inscriptions sur les listes électorales, c'est exactement ce discours où on dit que Elekam, c'est le RDPC. Et que Elekam fait la fraude massive. Depuis qu'ils ont parlé de 32 PV, ils ne l'ont jamais présenté nulle part. On a seulement entendu. D'ailleurs, l'une de leurs colistières éminentes dit que c'était factice. Ça n'a jamais existé, ces 32 PV. Vous parlez de Michel Ndoki. Tout à fait. Et je pense là avec beaucoup de sérieux parce qu'elle a été, n'est-ce pas, dans le thinking department, dans le sommet stratégique de l'affaire. Donc, elle ne peut pas raconter des histoires. Donc, il faudrait qu'à l'unisson, que nous soyons d'accord qu'il faudrait que les Camerounais s'inscrivent. Et que le système se perfectionne au fur et à mesure que, n'est-ce pas, on essaie, n'est-ce pas, de trouver des obstacles par rapport à son implémentation. Et je rappelle encore que les concertations se font. Et l'ECAM fait des concertations, le ministre de l'administration territoriale fait des concertations, les sous-préfets font les concertations, les gouverneurs aux élections pour qu'il y ait quand même un consensus sur la phase opérationnelle. Donc pour moi, je trouve qu'il est important aujourd'hui de dire que le véritable problème que nous avons, c'est que l'opposition part d'abord étant perdante, défaitiste. D'accord. Et c'est un peu un système plénichard, c'est-à-dire qu'on prépare les esprits à dire que si nous perdons, sachez que tout est faux, tout est gâté. Alors que Maître Bébé, il est maire. D'accord. Alors, Kavalibi est député. Il a été élu. Hein? Vous venez donc de relever... Personne n'a été nommé. Vous venez de relever ces quelques manquements, et d'ailleurs, vous en avez également fait quelques propositions qui, pour certaines, résultent de la coalition, je peux dire, qui est faite, la plateforme entre partis politiques. Mais est-ce que tout cela ne dénote pas justement le manque de l'éducation à la citoyenneté, dont les partis politiques sont, en termes d'acteurs, les premiers responsables, si tant il est que, au sein de vos organes, vous devez accompagner les citoyens, vous devez les encadrer, vous devez leur indiquer exactement ce que disent les lois, leurs devoirs, leurs droits. Si à la dernière minute, on vous voit tout le temps organiser des campagnes du porte-à-porte, est-ce que ce n'est pas une défaillance des acteurs politiques que vous êtes, quels qu'ils soient en termes de parti, que ce soit
le parti au pouvoir ou les partis d'opposition. La question à tout le monde, mais je commence avec... Dans quel sens? Dans ceci que tous les efforts que vous déployez sont un peu le constat de ce que les citoyens ne sont pas véritablement formés à la citoyenneté. D'accord, ok. Je voudrais d'abord, je ne veux pas laisser passer bien sûr. frère Meka a dit. Tout d'abord sur la question du bulletin unique. Oui. Parce que les citoyens voteraient plus les photos. Mais justement, dans le cas du bulletin unique, on inclut la photo de chaque candidat. Donc on répond donc le problème est résolu. Non, c'est pas résolu. Vous comprenez? Et puis, parce que c'est juste à poser. Il faudrait bien... Non, mais puisqu'il peut reconnaître la couleur, parmi les bulletins qu'il peut avoir en main, s'il y a plusieurs bulletins, il peut reconnaître la couleur. Il peut donc aussi reconnaître la photo. Attends, vous pensez que les Camerounais ont des albums photos chez eux. Donc ils ne reconnaissent pas les membres de leur famille dans les albums photos. Et puis ils regardent les débats, ils voient les candidats. Ils reconnaissent bien oui. Rappelle-lui que l'année dernière, nous avons organisé les élections au barreau avec 55 candidats. Exactement. Et un bulletin unique. Exactement. Et chaque candidat avait sa photo. Il vous dira que 55, il vous dira que le barreau, c'est pas 7 millions d'électeurs. Non, mais je ne me fais pas comprendre. Il y a l'arrière-pays. Je convoque M. Ndjoubissi qui connaît l'arrière-pays. On explique avec la photo. Il est prévu que, d'abord, je ne vois pas dans quel arrière-pays les gens ne reconnaîtraient pas leur candidat sur la photo. Je ne vois pas. Vous êtes du PCRN ou sympathisant. Vous voulez voter pour le candidat à la présidentielle, Cabral Libi. Il est sur le bulletin unique et vous me dites que vous n'allez pas le reconnaître parce que vous êtes dans l'arrière-pays. En plus, il est prévu dans les propositions que pour des aveugles ou des gens, je ne sais pas comment, qu'ils se fassent accompagner. Exact. Donc il n'y a aucun problème à cela. Pour les gens qui ne savent peut-être pas lire. Donc vous comprenez que le bulletin unique est refusé, non pas parce qu'il poserait des problèmes, mais en réalité parce qu'il élimine tous les problèmes. Exact. Voilà, ça c'est d'un. De deux, il a dit 2 fois que si Elekam est composé par une majorité obèse des gens du RDPC ou de l'administration, c'est parce que certains Camerounais auraient refusé après consultation. Non, je ne l'ai pas dit. Non, je croyais que vous avez dit que Cardinal Toumi a refusé. Non, vous êtes en train de faire une inférence. Ah bon? C'est une généralisation. C'est pas ce que moi j'ai dit. Allez-y. Je dis qu'il a dit qu'on a consulté les gens, il a cité Cardinal Toumi, Massaï Ounangini et Koué qui ont refusé d'entrer dans Elekam. Sauf si j'ai mal compris, il va corriger. Non, c'est ça. Et je veux donc, voilà, si c'est ça, je veux donc dire qu'en fait, ces gens n'ont pas refusé. C'est parce qu'ils disaient qu'ils ne voient pas ce qu'ils vont faire à Elekam, tel que la composition de Elekam était annoncée. C'est pour ça qu'ils ont refusé. Qu'ils allaient y faire de la figuration. Non, vous comprenez? C'est pour ça qu'ils ont refusé. Ça, c'est d'un. Par ailleurs, il dit que on ne peut pas accréditer la thèse selon laquelle on refuserait de croire au PV d'Elekam pour croire au PV d'un parti politique. Je dis que ce n'est pas la raison. Là aussi, c'est de la fraude organisée. Je vous donne un exemple. Je suis allé aux élections en 2020. D'accord? Et vous savez, monsieur Meka, ce que j'ai proposé pour contrôler et vérifier notre vote, assurer notre vote de nos militants. Vous savez ce que j'ai proposé? J'ai proposé que nos mandataires qui étaient dans les bureaux de vote soient munis d'un cachet. Par exemple, PCRN. Ou, je ne sais pas, vote authentifié, quelque chose comme ça. J'ai fabriqué des cachets que j'ai donnés à tous mes mandataires. Pour que, dès que vous signez un PV, vous mettez le cachet. Non. De sorte que tous les PV soient identiques. Ils ont refusé. Pourquoi? Non. Vous comprenez? C'est le cachet de l'administration fait foi. Cette mesure-là ne vise en rien à entacher, à faire fraude. Absolument. Juste à vérifier que le PV que Elekam a est le même PV que j'ai, est le même PV que le MRCA, est le même PV que le SDF a. Ils ont refusé. Ils ont menacé de mettre mes mandataires hors de la salle. Vous voyez donc que tous les arguments que M. Mekano donne, c'est vraiment du watafoufou. C'est du watafoufou. Je vais répondre. Bon. Non, moi j'étais aux élections. Je dis parce que j'étais aux élections. Maintenant, sur le manque de citoyenneté, le fait pour les partis politiques d'aller former les citoyens, d'aller faire du porte-à-porte, serait la preuve que nous avons échoué. Non, la démocratie est nouvelle chez nous. La démocratie, nous avons vécu dans les ténèbres pendant très longtemps, à l'époque du parti unique. Et même l'ouverture démocratique s'est faite timidement, avec des menaces, avec des morts.
Vous comprenez? Donc nous vivons une espèce de situation qu'on pourrait comparer au mythe de la caverne. Au mythe de la caverne. Donc il faut aller donc vers les citoyens pour leur dire non, revenez vers la lumière, c'est le bon chemin. N'ayez pas peur, ne rentrez pas dans l'obscurité. D'accord. Vous comprenez? Fidèle Et c'est une mission qui est confiée, qui est assignée aux partis politiques par la loi. Okay. Et quelle loi? La loi suprême, qui est la Constitution, qui assigne cette mission. Donc, plutôt que ce soit vu comme un échec, c'est plutôt la preuve de la vitalité des partis politiques, la preuve de leur hargne, de leur vitalité, de leur force, de leur acharnement sur le terrain pour parvenir au résultat final qui est de renverser le système en place. Oui, j'aimerais sur ce que Maître Bébé vient de dire, s'agissant du bulletin unique, pour dire que si M. Mekavier ici soutenir que le bulletin unique est mauvais et qui est la position de leur parti, c'est parce que... Il n'est pas dit qu'il est mauvais, il a des inconvénients. Ils savent ce qu'ils font, parce que le bulletin unique favorise la corruption des électeurs. Parce que M. Meka... Pas le bulletin unique. Oui, le bulletin multiple. C'est-à-dire parce que le bulletin unique... Enfin, le système actuel. Oui, le bulletin unique va venir mettre fin à la corruption des consciences. Puisque quelqu'un ne pourra plus voter et venir montrer que voilà, j'ai voté pour tel et prendre de l'argent. Parce que c'est les pratiques qui ont cours avec le parti RDPC. Oh, mais ils parlent de leurs militants qui sont assujettis et que lorsqu'il y a vote, il y a quelqu'un assis dans un coin dehors qui attend que celui qui déclare qu'il est militant, qui vient justifier effectivement qu'il a voté pour le RDPC et prendre l'argent. Parce qu'il pratique la corruption électorale. Et également, s'agissant de la concertation que M. Meka évoque, c'est une concertation cosmétique et de pure forme, seulement pour amuser la galerie. Parce qu'au bout de la concertation, vous voyez les gens qu'on a nommés. Vous voyez que les gens qu'on a nommés ne justifient d'aucune indépendance, d'aucune légitimité et d'aucune impartialité. Et c'est pour ça que dans la plateforme des partis politiques pour la réforme consensuelle du code électoral, on a proposé qu'il faut que l'ECAM soit un organe paritaire au sein duquel les partis politiques représentés à l'Assemblée, représentés au Sénat, et doivent être représentés. C'est-à-dire il faut nommer, il faut que les partis politiques proposent ceux qui doivent être nommés. Parce que tout à l'heure, vous avez posé la question à M. Meka de savoir pourquoi on ne demande pas aux partis politiques de proposer. Et il fait un peu la diversion en disant on a consulté le feu cardinal Toumi, on a consulté tel et tout ça. Et pourquoi on n'a pas demandé aux partis politiques de donner des représentants? C'est ce que nous demandons dans la révision du code électoral pour rendre l'ECAM vraiment indépendant, crédible. Que les partis politiques sont représentés. Peut-être faut-il le chemin inverse, dépouiller justement tous les acteurs politiques reconnus de l'ECAM, mettre qui c'est peut-être la société civile, et ainsi on pourra peut-être parler de neutralité ou de transparence véritable. On le dit mettre tous les représentants politiques. Même sur ce point-là, le RDPC ne le fait pas, puisqu'on voit que la plupart qui sont nommés ont leur affiliation au RDPC. Et il évoquait le Conseil constitutionnel. Lors de la dernière élection présidentielle, on est allé sur la page du RDPC, on a bien pris les membres du Conseil constitutionnel qui étaient encore même militants du RDPC. Et ils ont vite fait d'aller effacer. Fidèle m'a interrompu 30 secondes. Je reprends mes 30 secondes. Exact. Pour ajouter un clou à ce qu'il dit. Le général de Gaulle avait été victime d'un attentat à Colombey les deux églises. 3 individus avaient voulu attenter à sa vie. Heureusement, il s'en était sorti. Le général de Gaulle avait créé un tribunal d'exception pour juger ces individus. Et vous savez ce qu'ils ont plaidé le jour des débats? Non. Ils ont dit, nous ne pouvons pas accepter d'être jugés par ce tribunal. Pourquoi? Parce que les avocats ont dit parce que c'est à l'avis du général de Gaulle que nos clients ont voulu attenter. Or, c'est le général de Gaulle qui a créé ce tribunal. C'est le général de Gaulle qui a nommé les juges. Et éventuellement, c'est le général de Gaulle qui sera saisi d'une demande en grâce. Donc, nous ne pouvons pas accepter d'être jugés devant ce tribunal. C'est de ça que nous vous parlons. Exact. C'est de ça. Et on ne peut pas contester cela. Parlant de la sensibilisation que font les partis politiques, je voudrais indiquer que ça ne montre pas une défaillance. Ça montre quand même que les partis politiques sont actifs et sont préoccupés par la bonne gouvernance
sont préoccupés par la stabilité de notre pays. Et que, même en Europe, on a observé qu'à un moment donné, le taux d'abstention aux élections était élevé. Et que récemment, même aux États-Unis, c'est avec Obama qu'on a dit que le taux de participation s'est accru aux États-Unis parce que Obama, de par son discours, a amené les Américains à s'intéresser davantage à la politique. Et comme au Cameroun, on dit que c'est le président élu, le professeur Maurice Kamto, qui actuellement amène les Camerounais, avec le MRC, qui amène les Camerounais à s'intéresser davantage à la politique. Et peut-être aussi avec le PCN. Je crois qu'il veut dire le PCRN et le MRC. donc c'est notre rôle aussi à amener nos concitoyens à s'intéresser à la chose publique, à s'intéresser à la politique, en participant. Parce qu'il faut participer non seulement par le vote, mais il faut aussi participer par le débat. Et aujourd'hui, nous observons dans notre pays que les débats que nous faisons comme celui-ci là, tous les soirs, c'est bien suivi. C'est bien relayé et c'est suivi. Et contrairement à ce que M. Mécanou veut nous faire croire ici, c'est suivi même dans l'arrière-pays. C'est vrai, mais quand je connais l'arrière-pays parce que j'y vais régulièrement. Et quand partout où je vais, on me dit « Ah, vous étiez sur Equinox, ah, vous étiez sur STV. » C'est l'image, c'est la photo. Vous étiez sur STV. Donc on reconnaît la photo. Demain, ou après-demain, je serai à Bandia. Et ils vont me rappeler « Ah, on vous a vu. » Donc, vous y serez aussi intronisé comme... bon, façon de parler. C'est une digression. À Bandia, je n'ai pas besoin d'être intronisé. Vous êtes à la maison. Donc, le taux d'alphabétisation dans notre pays est élevé comparativement à beaucoup de pays de l'Afrique subsaharienne. Tout à fait. Donc, 80%. Dire que les Camerounais ne peuvent pas distinguer sur le bulletin unique, c'est une insulte. Non, ce n'est pas une insulte. Parce que chez nous, le taux d'alphabétisation est 80%. C'est 80%. André Luther, je reviens sur la question et vous allez certainement profiter pour répondre aux précédentes. La question était de savoir si les partis politiques ne se sentent pas responsables justement de ce manque de formation à la citoyenneté qui se manifeste avec l'obligation pour les partis de mettre beaucoup d'énergie à faire le porte-à-porte et inviter les populations à s'inscrire, les citoyens à s'inscrire sur les élections. Je suis d'accord du constat, c'est le serpent qui se mord la queue. Parce que naturellement, le discours, qui est un discours de discrédit, qui est un discours d'opprobre, notamment aux élections, au processus électoral, crée un sentiment de rejet. C'est l'effet, c'est un déterminisme, c'est cause-effet. Lorsque vous voyez, ils disent que c'est la fraude, les membres sont du RDPC, alors un Camerounais normal va se demander, mais qu'est-ce qu'on va faire dans cette affaire? Mieux, on ne s'inscrit pas. Donc, je pense que c'est ce discours qu'il faille combattre, qui est le discours défaitiste, qui est le discours, n'est-ce pas, de jeter l'opprobre sur l'institution et de jeter l'opprobre sur les élections. Parce qu'aujourd'hui, il y a même une généralisation, hein. Il y en a qui pensent même qu'ils n'ont pas été élus, qu'on leur a octroyé des postes et qui décrédibilisent même leur propre élection, leur propre mandat. Mais c'est la catastrophe, ce genre de discours. Moi, je ne suis pas d'accord de cette politique, n'est-ce pas, de l'opprobre, de cette politique du discrédit qui est en train d'être faite à une institution qui essaie de faire un travail nécessaire. Et il y a une confusion de genre entre le président du RDPC et le chef de l'État. Le chef de l'État nomme aux affaires civiles et militaire. Donc, il a ce pouvoir de nommer. Et je crois que chaque Camerounais, lorsqu'il est nommé, lorsqu'il est, j'allais dire, au sommet d'une institution, doit également faire sa carrière et pouvoir convaincre les Camerounais de la capacité, des habiletés, de la compétence qu'il a, n'est-ce pas, à pouvoir conduire la mission à bon terme. Je crois que monsieur Essoussé essaie de faire son travail et les membres qui sont à l'ECAM font le travail. Je n'ai aucune objection à ce que vous puissiez entrer à l'ECAM. D'ailleurs, ce serait même très bien de penser aujourd'hui qu'il faille, n'est-ce pas, rentrer dans la République. Moi, je ne parle pas du PCRN, je parle du MRC, qui a boycotté les élections et qui revient aujourd'hui dire que l'ECAM par-ci et l'ECAM par-là. Moi, je suis très surpris. Vous avez boycotté les élections. Le boycott des élections n'est pas... Non, mais vous avez boycotté. Vous avez boycotté les élections. Ça veut dire que... C'est une arme politique. Non, ce n'est pas une arme politique. C'est la politique de la chaise vide.
Et lorsqu'on pratique la politique de la chaise vide, ça veut dire que, n'est-ce pas, on est tout simplement en pantouflard. D'accord. Alors, je voudrais... Oui, allez-y, terminez. Oui, je voudrais, si vous me le permettez... Allez-y. Je voudrais, si vous me permettez, dire quelque chose d'assez important. Il faudrait que je répète sur ce plateau que nous accordions de dire aux Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales. C'est très important de le dire. Et c'est très important de promettre aux Camerounais, n'est-ce pas, les élections tout à fait crédibles. Parce que vous avez, je parle devant un élu qui a été élu par ce système ELECAM. Nous avons des opposants qui ont été élus par ce système ELECAM. Lorsqu'on dit que bon, les bulletins de machin, c'est la fraude. Moi, j'ai vu un président de parti du MRC qui a fait le tour des leaders pour acheter les candidats. Non. Ah bon? Bien sûr. Non. Avant les élections, bien sûr. Leader de le MRC. Non, André Luther. Mais vous aussi. Nous avons vu les photos avec Matomba. Nous avons vu les photos avec M. Cabral. Qu'est-ce qui était derrière cette affaire? Qu'est-ce qui était derrière cette affaire? Derrière cette affaire, André Luther, mais il est allé payer pour qu'on dise qu'il a gagné. Je vous laisse pas poursuivre. C'est une forme de fraude. Je ne vous laisse pas poursuivre, André Luther. Mais bien sûr. Non, parce que c'est pas vrai. Ça a été démontré que c'était pas vrai. C'est une vérité. C'est une vérité. C'est une vérité vraie. Qui retire ça? Que le PCRN a pris de l'argent. Non, je n'ai pas dit qu'ils ont pris de l'argent. J'ai dit à un candidat du MRC, M. Kamto. Non, André Luther. Bon. Il va me provoquer. Alors, question de sortie. On a fait la démonstration de ce que, évidemment, tout le monde le reconnaît, les CAM compris, les politiques compris, en 2 minutes ou 3. Hein. Pour ce système, et la plateforme a certainement beaucoup de propositions là-dessus. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire pour, qui sait peut-être au moins rassurer les acteurs politiques que vous êtes et rassurer les citoyens? Je ne veux pas dire avoir un scrutin parfait, la perfection n'étant pas de ce monde, mais au moins atteindre cette étape, que les différents acteurs, candidats, électeurs, organisateurs se disent au soir du scrutin qu'on a au moins fait une élection acceptable. Je commence avec vous. Oui, pour avoir une élection acceptable, il y a au moins 3 exigences. Il y a la transparence, il y a la liberté et il y a la justice. Donc il faut que ce soit un scrutin juste. Le scrutin juste veut dire que les voix qui ont été données en faveur d'un candidat lui soient effectivement attribuées et que lorsqu'il a gagné, qu'il soit proclamé vainqueur. Et lorsqu'on parle du scrutin transparent, ça veut dire qu'il faut limiter les fraudes. Et pour limiter les fraudes, il faut procéder à la réforme consensuelle du code électoral. Et moi, j'ai ici le Cameroun Tribune de vendredi, de quel jour là, de vendredi 10 août, à la suite de la plateforme organisée par ELECAM avec les partis politiques, où il y a la volonté générale de tous les acteurs politiques de demander la réforme du code électoral. Et il y a quelques dispositions minimales qu'on peut modifier à l'immédiat, c'est-à-dire même à la prochaine session parlementaire qui se tient en novembre, qui est d'habitude la session budgétaire, et même en marge du vote du budget, les parlementaires peuvent procéder à la modification du code électoral avant la prochaine élection. La prochaine élection qui est élection législative et municipale qui doivent se tenir en février 2025. Donc, il est urgent qu'on modifie le code pour instituer au moins le bulletin unique, qu'on modifie le code pour dire que les procès-verbaux délivrés dans les bureaux de vote doivent avoir la valeur égale et que on ne doit plus dire que le procès-verbal de ELECAM prime sur tous les PV et permettre à ELECAM d'aller dans son laboratoire pour falsifier les PV et venir imposer. Il y a le fait qu'il faut mettre dans le code que le jour du vote, les huissiers de justice doivent procéder au constat sans avoir besoin
de l'autorisation du président du tribunal de première instance. Parce que c'est une disposition légale qui fait que les huissiers n'ont pas le droit d'effectuer le jour des essais, un jour férié ou un jour non ouvrable, sans autorisation, sans ordonnance. Donc il faut qu'on inscrive dans le code que ce jour-là, le jour du vote, que ce soit un dimanche ou un jour de la semaine déclaré férié, que les huissiers ont le droit de répondre aux réquisitions des acteurs pour des constats qui conviennent. En plus, dit que lorsque les PV là, sortent des bureaux de vote, ça va directement à la commission communale pour les élections municipales, directement à la commission départementale pour les élections législatives et même l'élection présidentielle. Parce que quand ça va en commission départementale, à ce moment-là, on donne la possibilité à Elecam de falsifier. Et quand la commission départementale, il faut qu'il y ait une cohérence entre la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment à l'article 49, avec le code électoral actuel. Parce qu'il y a une disposition, article 49, dans la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel, qui nous a fait du mal en 2013. Parce qu'on a modifié le code électoral sans faire évoluer cette loi de 2004. Le code électoral date de 2012. Et dans cette disposition, on disait que pour contester une élection législative, il fallait mettre dans la requête le nom du candidat proclamé élu. Alors que dans la loi de 2012, on avait retiré cette compétence-là à la commission départementale. Parce que la commission départementale, avant, recensait les votes et proclamait les résultats. Et c'est ces résultats qu'on pouvait contester devant le Conseil constitutionnel. Donc, il y a cette incohérence-là que nous avons autrefois, en 2013, relevée devant la Cour suprême qui siégeait comme Conseil constitutionnel. André Luther, sur les propositions. Non, moi, je n'ai pas de proposition en tant que telle. Moi, je pense que... Pour vous, en l'état, on peut laisser le système électoral en l'état et puis poursuivre les élections sans... Non, nous sommes sur le terrain. Ceux qui veulent tuer le système électoral, c'est leur problème. Nous sommes sur le terrain. Notre problème, c'est d'inscrire les Camerounais et que les Camerounais aillent voter en masse. Vous savez, tous ces pleurs-là, c'est lorsqu'on est faible. Parce que le véritable problème aujourd'hui en politique, c'est la mobilisation. Lorsque vous avez la masse, vous allez vers les urnes. C'est des balles que vous mettez dans les urnes pour pouvoir gagner. Et nous travaillons uniquement au niveau, n'est-ce pas, du militant. Nous sommes sur le militant, nous demandons aux militants, n'est-ce pas, de s'inscrire et nous mobilisons en masse pour aller dans les urnes jeter, n'est-ce pas, le bulletin. C'est ça notre stratégie. Maintenant, ceux qui veulent influencer le système, c'est de leur droit de faire des propositions. Nous, on est serein parce que la première des choses... Vous dites que le rapport de force vous est favorable? Non, on ne sous-estime pas l'adversaire. Nous travaillons au niveau, n'est-ce pas, de notre parti politique sur la mobilisation. D'abord, la captation, n'est-ce pas, des militants, l'enrôlement des militants, l'adhésion des militants dans le parti et la massification, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir des masses critiques pour pouvoir, n'est-ce pas, aller jeter le bulletin dans l'urne. Maintenant, ceux qui perdent leur temps à vouloir, n'est-ce pas, critiquer pour jeter du discrédit au niveau des élections, c'est leur rôle. Vous savez, l'opposition, c'est ça. Sinon, il n'y aura pas de grains à moudre. Donc, pour nous, nous sommes au niveau, n'est-ce pas, Maître Bébé. Oui, M. Meka a dit tout à l'heure que c'est normal que le président nomme qui il veut, où il veut. Parce que la Constitution lui en donne les pouvoirs. C'est vrai. Mais un pays ne se gère pas de cette manière. La loi est rigide, elle trace le cadre. Il faut savoir que lorsqu'une nomination sort, tel est nommé ministre, tel est nommé gouverneur, tel est nommé PCE, président du conseil électoral, etc., c'est la face visible de l'iceberg. En réalité, la nomination n'est pas un acte spontané. La nomination, c'est le résultat d'un long processus qui intègre le politique ou la politique, les religieux, les traditionnels et parfois les réseaux occultes. Donc c'est un processus.
Vous comprenez? Et c'est voulu comme ça. C'est comme ça qu'on gère un pays. Lorsque ces négociations-là, ces consultations sont menées dans le bon sens. Donc vous ne pouvez pas dire que parce que le président, et c'est ça qui garde le pays, c'est ça qui crée le problème. Parce que le président estime que la Constitution lui donne le droit, le pouvoir de nommer partout, il nomme qui il veut, où il veut. Pourtant, ce n'est pas ça. Vous avez des voix autorisées, il a cité le cardinal Toumi tout à l'heure. Moi, j'ajouterais un père comme Cléda Samuel, qui a décrié fortement en disant que vous ne pouvez pas, dans ce pays, être quelqu'un sous-préfet, préfet, ministre, sans être du RDPC. Et qu'il faut que cette pression cesse. L'administration, c'est l'administration. L'administration n'est pas l'exécutif. L'administration est au service du Cameroun. C'est-à-dire de sorte que n'importe quel régime qui arrive, n'importe quel président qui arrive, puisse s'adosser sur cette administration pour pouvoir travailler. Or, ce n'est pas le cas. Vous savez très bien que l'administration, même un simple secrétaire dans un ministère, il est du RDPC. Samuel Cléda l'a clairement dénoncé. Donc ça doit cesser. Si on veut que le processus électoral soit crédible. Par ailleurs, je fais effectivement mienne toutes les propositions de mon confrère et mon collègue de l'opposition. Je ne vais donc pas revenir dessus, parce que nous avons travaillé là-dessus, dans le cadre de la coalition. Je voudrais simplement ajouter le fait que il faut que Elekam, la loi qui organise et le fonctionnement de Elekam soit modifié pour que Elekam ait tous les pleins pouvoirs, déjà à partir de sa composition, ait tous les pleins pouvoirs pour organiser les élections jusqu'à la proclamation des résultats. Parce qu'on vous dit, quand on parle d'élection, vous voyez Elekam, mais Elekam n'est qu'un acteur périphérique. Elekam ne fait rien dans les élections. Elekam était un organe d'appoint, un organe d'accompagnement sur le plan, comment dirais-je... Matériel. Oui, matériel. C'est-à-dire assure l'intendance quand il peut. Or, il faut donc... Et c'est ça qui va même favoriser qu'on ait un vrai contentieux électoral. Quand vous allez faire le contentieux électoral devant, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai pris le cadre du général de Gaulle. Le président Paul Biya est candidat à l'élection présidentielle. On vous dit de ne pas faire l'amalgame entre président de RDPC et président de la République. Je vois bien comment... Montrez-moi comment vous allez séparer les deux personnes. La personne en deux. Montrez-moi très bien. Vous allez prendre une machette pour le fendre. Même un chirurgien ne peut pas le faire. C'est la même personne. Bon, je dis donc que, même si évidemment du point de vue juridique, c'est deux casquettes différentes, mais humainement, c'est la même personne qui a un sang, qui a des sentiments. Voilà. Donc, je dis donc que ce président, c'est lui qui nomme tous les ministres, tous les préfets. Or, tous ceux qui détournent de l'argent au Cameroun sont du RDPC. Tous ceux qui détournent de l'argent sont du RDPC. Et cet argent qu'on détourne, pourquoi beaucoup sont dehors? Parce qu'en fait, c'est un système qui est organisé de telle sorte qu'on vous laisse prendre de l'argent et lorsque arrive le moment de compétir au niveau des élections, vous devez sortir une bonne partie pour renflouer les caisses du RDPC. On ne vous dérange pas beaucoup. Les partis de l'opposition n'ont pas ces moyens-là. C'est pour ça d'ailleurs que dans la plateforme et parmi les propositions que nous avons faites, nous avons demandé que le financement des partis politiques soit revu à la hausse. Évidemment, ils ne l'accepteront pas. Encore faudrait-il qu'il y ait transparence dans la gestion de ces fonds aussi. Mais bien sûr, est-ce que vous avez entendu qu'on a mis qu'un opposant a été envoyé en prison? On n'a pas encore entendu qu'il y a eu audit de ces fonds. Vous pensez sincèrement que les 4 millions qu'on donne pour aller faire les élections municipales, c'est ça qu'on va détourner? Ça suffit même pas. Moi seul, je dis moi seul, à aider à premier, j'ai mis combien de dizaines de millions pour aller aux élections? Je le dis devant les caméras. Devant les caméras, mon président Cabral Libilo sait. Il sait combien de dizaines de millions j'ai investi de ma poche. Mes camarades d'IDEA le savent, je le dis devant la télévision. Qu'ils démentent ça même dans les réseaux sociaux. Combien de dizaines de millions j'ai mis. Et vous pensez donc que c'est avec ça qu'on va aller voler les 4 millions que le pouvoir donne au PCRN sur l'étendue du territoire? Donc non. Mais sur le principe, vous avez raison. Nous devons faire nos preuves. Donc c'est pour ça que je dis que... Et je terminerai. Je ne peux pas sortir, parce que je pense que nous sortons de ce point. Oui, bien sûr. Je voudrais dire que si nous avons brossé ce tableau, ce n'est pas comme... M. Meka essaye d'appeler les Camerounais à s'alarmer, à ne pas voter. Dire que voilà, on dit de ne pas aller voter. Ce n'est exactement pas ce que nous disons. Nous disons le contraire.
allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Le moment venu, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, allez voter. C'est tout. Et restez là, au bureau de vote, surveillez votre vote. Ne rentrez pas, surveillez votre vote. D'accord. Une dernière brèche et puis on sort. Non. Allez vous inscrire. Moi, je voudrais dire qu'il y a une confusion de genre en voulant dire que nous pensons que le chef de l'État nomme comme il veut, quand il veut. Bien sûr, mais il consulte. Et il consulte toute cette dynamique. Donc, il ne faut pas faire passer le message comme si nous sommes en train de dire qu'il est dans une monadologie, il est dans une tour. Quelle est la logique qui a présidé à la constitution de l'ECA ou du Conseil constitutionnel? Mais je vous ai dit dès le départ, dans mes prélogomènes, il y a eu des consultations. C'est ça que nous critiquons. Et j'ai donné même les noms de certains qui sont, n'est-ce pas, entrés à l'ECA. J'ai donné le nom d'un prélat, Monseigneur Dominique Ouattio. J'ai donné Titi Well, qui est de la société civile. Il y a eu une concertation dès le départ. Les Camerounais nous ont compris. Non. Vous terminez vraiment, on ne fait pas le débat. Il va rester une demi-heure. Je voudrais également signifier que le problème de la fraude électorale est un problème de stratégie que les acteurs politiques mettent en place. Et ce n'est pas l'apanage du RDPC. Ça veut dire qu'il n'y a pas fraude et les autres vendent le Parce qu'ils veulent démontrer que la fraude n'est que du RDPC. Non, au contraire. Donc vous reconnaissez qu'il y a fraude? Non, au contraire. Puisque la plupart des opposants sont dans des logiques de fraude. Exemple. Donc c'est vrai qu'il faut, je veux comprendre en fait ce Oui, développement. exemple. Mais bon, il n'en a pas, passant. Je n'en ai pas. Comment vous dites que je n'en ai pas? Je peux parler. Hein? Non, on ne va pas citer. Je peux parler. Non, mais quand non, ne parle pas. Je peux parler. Ne parle pas. C'est vrai qu'on a deux avocats sur le plateau, mais je ne sais pas s'ils vont vous assister. On va prendre la transition et puis on passe à la deuxième thématique. Il nous reste une demi-heure. Alors, Philippe Nanga, finalement, ne nous a pas retrouvés. Fatalement, l'infrastructure routière ne lui en a pas permis. Il est resté dans l'embouteillage coincé à Yassa, semble-t-il, pour l'instant. De ce côté, il y a un fort embouteillage qui empêche évidemment la circulation d'être assez fluide. Cela dit, Yassa, c'est l'entrée est de la ville de Douala, qui justement a tout un chantier, on peut peut-être commencer par là, routier, qui ne cesse de voir la fin des travaux prorogés, le délai de fin de livraison des travaux prorogés. Depuis 2019, c'était prévu pour la CAN qui a glissé. On a parlé de la CAN 2021, nous sommes en 2023. Le ministre des Travaux publics a fait plus d'une descente sur les lieux, mais toujours pas de... En fait, on ne voit pas clair. Sur la route Douala-Yabassi, c'est également... Bon, je ne voudrais pas parler de la route de l'Ouest, que ce soit par Yaoundé ou par Douala. Bref, quelques clichés. On l'a dit dans le septentrion, on y voit également beaucoup d'accidents de circulation. Désormais, on fait plus de 6 heures pour Douala-Yaoundé, ce qui est une route sur laquelle on faisait 3 heures de temps. On est passé à 4-5 heures, on a plus de 6 heures maintenant. Donc, c'est dit combien les infrastructures routières ont un impact sur cette question de circulation. Alors, en termes de constat, il nous reste une demi-heure. On a fait le constat, on va peut-être essayer de recenser les problèmes et qui sait peut-être avancer quelques solutions. André Letermeka, qu'est-ce qui pose problème en termes d'infrastructure routière? C'est vrai, on en construit. Mais je veux dire que quand on regarde quand même les axes importants de notre économie, que Douala soit paralysé sur l'ouest, sur le centre, sur le sud par Kribi, c'est quand même assez préoccupant. On dit paralysé, c'est comme s'il n'y a pas de trafic. On peut dire qu'il y a des zones quand même où il y a des problèmes de route. Et c'est d'autant plus préoccupant, naturellement, parce que vous savez, il y a des problèmes économiques. Les routes, ça coûte très cher, il faut le dire. Et 1 milliard le kilomètre, wow, je sais plus. 1 milliard plus de 800 millions le kilomètre. 1 milliard presque. le kilomètre. Mais il y a eu des avancements, hein. Il y a eu notamment des avancées par rapport aux routes. Nous sommes déjà à près de 10 000 km, notamment à 800 km en 1982, lorsque le chef de l'État a accédé au pouvoir. Donc il y a des choses qui ont été faites. Mais les chiffres sont tellement préoccupants qu'il est important de dire qu'il faut de l'argent. Il n'y en a pas assez. Parce que pour aménager les routes, on parle de près de 800 milliards de francs CFA. Et l'argent pour l'extade. Par rapport aux routes. Et il est important de dire que beaucoup de
personne parle du fonds routier. Je l'ai déjà dit dans une chaîne concurrente que le fonds routier, notamment à travers les péages, il y en a 44 dans le pays et tout cela rapporte près de 6 milliards l'an. Ce qui est insignifiant par rapport, n'est-ce pas, à l'argent qu'il faut pour les routes. Et l'État a trouvé une péréquation en mettant un certain nombre de taxes des cieux, paysages, ainsi de suite, pour plafonner cela à près de 60 milliards. Même jusque-là, c'est difficile. Donc, il est important de savoir que pour que l'État s'en sorte, il y a, n'est-ce pas, des partenariats, il y a des conventions qu'on fait, il y a des emprunts qu'on essaie de faire pour pouvoir réparer les routes. Donc, je pense que, ma foi, c'est une préoccupation du gouvernement. Et tous les jours, il y a des routes qui sont construites. Il y en a également qui sont entretenues. Je crois que l'État est allé jusqu'à penser à un centre d'excellence pour l'entretien des routes, même des routes en terre, pour pouvoir faire en sorte que les routes soient... Donc tout est beau sous le meilleur des mondes. ...soient entretenues. C'est pas ce que je dis. J'ai dit qu'il y a un problème, n'est-ce pas, de finances. Il faudrait que l'État trouve les moyens. Et les routes coûtent extrêmement cher. D'accord. Et l'entretien, donc je pense que c'est important, n'est-ce pas, d'aller progressivement. Vous savez, il y a aussi d'autres secteurs. Il y a d'autres problèmes. Et vous savez que le problème que le Cameroun a eu, notamment la crise du nord-ouest et du sud-ouest, et le phénomène Boko Haram, n'est-ce pas, essaie de puiser un peu cette zone nord-ouest-sud-ouest qui est zone sinistrée, à, n'est-ce pas, pensionner un certain nombre de fonds qui ne nous permettent pas, n'est-ce pas, d'atteindre les objectifs. Maître Daniel Messi, qu'est-ce qui peut expliquer ces désagréments qu'on observe sur nos routes? Moi, je pense qu'il n'y a pas de développement des infrastructures et que le développement des infrastructures ne suit pas le rythme de la croissance démographique. C'est ça qui fait qu'on va trouver qu'il y a toujours beaucoup d'engorgements sur nos pénétrantes et même dans nos villes parce que les infrastructures routières ne sont pas développées. Et par contre, on note qu'il y a beaucoup de recettes. C'est-à-dire le gouvernement RDPC se préoccupe beaucoup plus des recettes des péages, des recettes de taxes à l'essieu et également des emprunts, comme Meka a dit. Et maintenant, on ne voit pas le résultat de ces recettes. Et lorsque vous lorsqu'on observe l'autoroute Yaoundé-Douala, qui était prévue être construite en 4 ans, ou en 5 ans. Aujourd'hui, le projet qui a été conçu depuis 2014, ça fait 9 ans. Et on n'a réalisé que 60 km. Et lorsqu'on donne le prix, ce minimum 2 milliards, non, le prix c'est 7 milliards. 7 milliards le kilomètre de l'autoroute. Alors quand on fait la comparaison avec d'autres pays, comme la Côte d'Ivoire, où des pareils ouvrages ont été réalisés, on constate que c'est 2 milliards de kilomètres de l'autoroute. Donc le problème est dans le détournement des fonds alloués au développement des infrastructures. Si le réseau routier camerounais ne s'est pas développé, c'est parce qu'il y a des détournements massifs. Et même leur président, dans ses discours, a souvent dit, s'agissant de ceux qui détournent, même comme il fait un peu de l'hypocrisie, parce qu'il sait que son système repose sur la corruption, comme Maître Bébé a dit tout à l'heure, parce que ceux-là détournent pour que le moment venu, ils puissent financer le RDPC et qu'ils puissent financer la conservation du pouvoir. Non. Les détournements des fonds qui sont des emprunts, parce qu'aujourd'hui, il faut dire aux Camerounais que le taux, le montant de la dette du Cameroun aujourd'hui s'élève à plus de 12 000 milliards. 12 000, dans les 12 000 milliards là, il y a des milliards, des milliers de milliards qui ont été empruntés sous le fallacieux prétexte de développer nos routes, nos infrastructures routières. Aujourd'hui, il revient au régime RDPC de faire le bilan et de dire aux Camerounais, de rendre compte aux Camerounais
Où est parti cet argent pour que nous ne puissions pas avoir des routes? Des routes en termes de développement réseau routier et également en termes d'entretien. Voilà qu'ils s'empressent de mettre les péages sur les routes qui ne sont pas entretenus. Vous avez évoqué tout à l'heure la route Douala-Bafoussam, que j'ai l'habitude de fréquenter. Le week-end passé, j'y étais. Mais sur ça, vous trouvez des nids de poules, vous trouvez des gros, presque des tranchées à presque tous les 100 mètres. Surtout le tronçon Douala-Mbanga. Le tronçon Douala-Mbanga qu'on faisait à l'époque en 25-30 minutes, aujourd'hui on le fait en 2 heures de temps. Et je vous dis que le mauvais état de route participe à la dégradation des pneus. Je parle en tant qu'automobiliste, puisque quand je vois avec mon véhicule, je vois comment les pneus se dégradent. Et également, lorsque votre véhicule tombe dans un trou, ça a des conséquences sur le système mécanique du véhicule. Et lorsque le véhicule n'est pas... lorsque les pneus ne sont pas en bon état, lorsque le système mécanique est déréglé, ça cause des accidents. Et lorsque sur la route, vous voyez le plus souvent des accidents qui se produisent sur nos routes, vous allez voir que l'automobiliste impliqué, l'automobile impliqué dans l'accident, a cherché à éviter un trou. Et se retrouve du côté de l'usager qui vient de l'autre côté. Et là, on a collision. C'est ça, la plupart des accidents sur nos routes, c'est des collisions. Ou bien les crevaisons. Parce que quand le pneu crève, le véhicule perd sa stabilité. D'accord. Est déstabilisé et... Maître Bébé, sur le même constat. Oui, je suis un peu gêné, je dirais même choqué quand j'entends mon brillant frère, il est brillant. Quand je l'entends parler, tu vois, je sens que nous avons été formatés vraiment à induire les Camerounais en erreur. Sur des sujets aussi importants que l'état des routes. Parce que même Meka peut sortir d'ici, aller dans son village, il n'est pas sûr d'arriver. Il n'est pas sûr que son véhicule arrivera. Si sa mère est malade, il dit faire venir sa mère du village pour la soigner ici. Il n'est pas sûr que maman va arriver. Ouais. Donc ce n'est pas des sujets sur lesquels nous devons polémiquer ou faire obstruction à la vérité. Quand on construit les routes, quand on demande les routes, c'est pourquoi? Pour éviter les accidents. Parce que dans les accidents, on perd des proches. Oui. On meurt. Quand on demande des routes, c'est pour transporter la production agricole, industrielle. Exact. Et faciliter la mobilité. C'est dans la mobilité qu'on se développe. Un homme d'affaires qui part de Douala avec sa voiture, il doit arriver à Yaoundé pour assister à une réunion avec des partenaires qui doivent prendre le vol à telle heure. Il ne peut pas arriver. C'est très important, M. Meka. Et l'état que nous critiquons aujourd'hui, le Cameroun compte aujourd'hui près de 125 000 km de route, dont seulement 9 000 sont bitumés. M. Meka lui-même l'a dit. 9 000. Et il a dit qu'au moment où ils arrivaient au pouvoir, il n'y avait que près d'1 million, et près de 1000 kilomètres qui étaient goudronnés. 800. Ça veut donc 800. Ça veut donc dire qu'en 42 ans, ils ont fait 7000 ou 8000 kilomètres de route bitumée en 40 ans. En 40 ans. Ils vous parlent des problèmes économiques parce qu'il y a la guerre du Nozo, il y a les Ambazoniens, il y a les Boko Haram. Ils existaient il y a 42 ans. Ils existaient il y a 30 ans. Ils existaient il y a 20 ans. Ils existaient il y a 15 ans. Ce n'est pas ça la raison. La raison vient d'où, M. Meka, cher frère? Des mauvais choix qui sont ceux de nos gouvernants. Je dirais même, pour être cru, de l'incompétence. Je peux vous donner des exemples. Allez-y. Monsieur Dipita, vous avez évoqué tout à l'heure la route Douala-Yabassi. Yabassi, c'est chez moi. Je suis d'une Cam. On entreprend de bitumer la route Douala-Yabassi. Mais on va commencer le bitumage à Bonepoupa. On bitume Bonepoupa, Yabassi. Non, c'est pas ça. Permettez, j'étais encore là-bas la semaine dernière. C'est mon village. Il y avait 2 tronçons. Je vous parle de mon village. Allez donc maintenant voir. Dites-moi si le tronçon... Dites-moi, est-ce que le tronçon Douala Bonepoupa est travaillé?
c'est la croix. C'est pas fini, mais il y a... Non, c'est pas fini. Non. Ce n'est même pas commencé. Non, ils n'ont pas dit les mots. Je vous parle de mon village. J'étais là-bas samedi dernier à un enterrement, à PK31. J'étais à un enterrement. Vous comprenez? On n'a même pas commencé. Je vous dis, c'est un lac de cratère. C'est la croix et la bannière. Vous faites 1 kilomètre en près d'1 heure de temps. D'ailleurs, n'allez même pas à 31. Allez simplement à PK14 jusqu'à 17 à l'université. Et venez me dire. Alors, on commence donc le bitumage de la route à Bounepoupa. On fait la route, on goudronne la route de Yabassi pour les gens qui partent de Bounepoupa pour Yabassi. Non, c'est pour les gens qui viennent de Yaoundé et Deya. Donc on devrait goudronner Deya Bounepoupa. On devrait goudronner Douala Bounepoupa. Et puis goudronner donc Bounepoupa Yabassi. Voilà un problème de choix. Donc la route a été goudronnée de Bounepoupa à Yabassi, mais elle ne sert à rien. Nous qui sommes ici en ville, nous n'allons pas à Yabassi. On ne va pas à Yabassi. Deuxième chose, je vous dis, c'est simple, c'est un problème de choix. C'est un problème de choix. Comment est-ce que les pays comme la Côte d'Ivoire, qui sortent d'une guerre affreuse de près de 10 ans, en près de 10 ans, comment est-ce qu'ils ont fait pour construire toutes les routes qu'ils ont construites? Comment? Avec quels moyens? C'est un problème de leadership, de direction du pays qui nous fait défaut. Vous comprenez? Ça, c'est clair. C'est un problème de leadership qui nous fait défaut. Et c'est un problème que nous devons adresser très rapidement. Un kilomètre d'autoroute coûte environ 2 milliards. 2 milliards de francs. Et ils sont à 7 milliards. Sur Yaoundé-Douala. Sur Yaoundé-Douala, 7 milliards de kilomètres. Donc c'est un problème de choix économique. De choix. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé simplement des routes Douala-Ouest, Douala-Yaoundé, Douala-Kribi. Mais vous oubliez à l'intérieur des villes. Ah, exact. Vous oubliez les dessertes à l'intérieur des villes. Et je ne sais pas si nous pouvons faire des propositions, parce que nous en avons. Bien sûr, on est même... Bon, par exemple, chez nous au PCRN, qu'est-ce que nous prévoyons? Nous pensons qu'on devrait faire, si nous sommes aux affaires, on devrait construire chaque année 1000 km de routes bitumées. 1000. À 7 milliards à 2 milliards de kilomètres. Non, ne prenez pas les chiffres facturés. Ne prenez pas les chiffres facturés. On a prévu 2000. Non, ne prenez pas les chiffres facturés. Je vous parle de la réalité. Nous avons les chiffres, nous avons tout calculé. Quand je vous parle des problèmes de choix, regardez. À quoi sert le Sénat aujourd'hui? Disons la vérité. À quoi sert le Sénat? Nous arrivons aux affaires... Est-ce que le Sénat empêche qu'on construise Justement, oui. Ah, d'accord. Si nous arrivons aux affaires, nous retournons à un Parlement monocaméral, c'est-à-dire seulement l'Assemblée nationale. Nous supprimons le Sénat, qui ne sert à rien. Depuis que le Sénat est là, le processus de construction des lois n'a pas changé. Les lois n'ont pas changé, rien n'a changé. Donc le Sénat ne sert à rien. Ça nous fera 12 milliards d'économies par an. Depuis que le Sénat existe, on est à près de 200 milliards de dépenses. 200 milliards pour entretenir le Sénat. 200 milliards, chiffre officiel. Avec 200 milliards, si vous prenez même le kilomètre à 1 milliard, on aurait construit combien de kilomètres? Or, on entretient le Sénat pour récompenser les camarades qui vont soutenir le président. Donc, pour une personne, je voulais dire un individu, mais ça peut paraître injurieux, ça peut paraître irrespectueux. Je dis donc pour une personnalité qui tient à rester au pouvoir, on dilapide ainsi les fonds publics dans de mauvais choix qui ne servent à rien. Vous comprenez? Donc nous prévoyons de construire... Vous supprimez le Sénat. Nous supprimons et beaucoup d'autres choses pour faire des listes d'argent. Vous comprenez? Et puis emprunter, faire même des BOT, c'est-à-dire des PPP. Et nous comptons donc construire... Oui, nous comptons donc construire 1000 km de route chaque année. En réduisant le mandat présidentiel à 5 ans. Ça nous fait, si vous avez 2 mandats, 10 ans. Donc 10 000 km de route bitumée. Et sur ces 10 000 km, sur ces 1000 km par an, nous réservons 750 000 pour les routes Douala, Yaoundé, etc. etc. Et nous réservons 250 à l'intérieur des villes. Par exemple, Yaoundé et Douala bénéficieraient de 50 km linéaires pour aménager la voirie urbaine. Est-ce que ce n'est pas trop schématisé, ça? Factuel. Je voulais... Vous demandez un projet, je suis en train de vous le donner. Je vous dis même comment nous allons trouver de l'argent pour le faire. Et moi, je vous comprends. Ça paraît tellement impossible parce qu'on est habitué à ne pas voir ça. Pourtant, c'est très simple. Mais regardez simplement ce que je vous dis. Le Sénat nous a déjà pris 200 milliards. Ça ferait combien de kilomètres de route? Donc, on ferait 50 kilomètres à l'intérieur de Douala pour les rues et les ruelles, 50 kilomètres à Yaoundé. Ça fait déjà 100 sur les 250. Maintenant, dans les chefs-lieux de région,
dans les capitales des régions, on réserverait 5 km par chef de région, y compris dans certaines villes intermédiaires comme Edea, Limbe, Tchang et Kribi, 5 km. Maintenant, dans les chefs-lieux des départements, ce serait 2 km par an, à l'intérieur. Et en 10 ans, en 5 ans, comment est-ce qu'on ne va pas évoluer? Combien de morts on aura épargné? D'accord. Proposition Voilà des propositions concrètes que nous faisons, concrètes. On est en sortie d'émission. Oui, je voulais juste donner une précision. Là, nous par sommes en rapport à la sortie route. d'émission. Par rapport à la route de Yabassi, il y a eu, n'est-ce pas, 2 prestataires. Il y avait un tronçon PK14 Bonepoupa et l'autre tronçon Bonepoupa-Yabassi. Et je crois qu'on a résilié le contrat qui avait par rapport à Bonepoupa. Et je crois que Bonepoupa-Yabassi a fini son travail. C'est important. Mais quand on résilie, non, parce que tu disais qu'on a commencé le c'est ça la réalité. Tout compte fait au soir du bilan, il n'y a pas de route. Donc, il n'y a pas de route. C'est important. Quand on résilie, on change immédiatement, le même jour. Il y a aussi quelque chose... C'est votre dernière prise de parole. Il y a aussi quelque chose que vous avez dit. Vous avez essayé de comparer la Côte d'Ivoire au Cameroun. Je voudrais dire c'est un exemple. Je voudrais dire ici que la Côte d'Ivoire, 7500 km de route bitumée, nous avons dit... Ils sortent d'une guerre de 10 ans. Non, vous avez pris cet exemple. Ils sont en avance. C'est pas bien. Non, ce n'est pas bien. Je compare. Maître Bébé, non, Maître Bébé. 7000. Non, non. Nous, en 42 ans, on a fait 10 ans. C'est pas en 10 ans. Ce n'est pas en 10 ans. Ils ont 7500 km bitumés. Nous en avons 10 000 km. Je peux aller... On n'atteint pas 10 000. Nous sommes à 9 000. Nous sommes à 9 900. Et vous avez trouvé 1000. Ça fait 10 000. Et vous avez trouvé 1000. Ça fait 10 000. Donc, c'était juste des précisions pour que les Camerounais ne puissent pas être trompés. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une volonté du chef de l'État à faire en sorte qu'il y ait des routes. Et la première des choses, c'est de relier, n'est-ce pas, les régions au département. Et si vous voyez très bien, si vous voyez très bien, vous allez constater que toutes les régions au Cameroun sont reliées à leur département. Il n'y avait que la ville de Yabassi qui manquait. Nous voulons relier les communes. Dernière prise les communes. Chaque commune reliée à la région. Les communes. Dans notre pays, le régime RDPC parle souvent du partenariat public-privé, comme qu'a relevé Maître Bébé, et de BOT, Building Operate and Transfer. Mais ils font ça, c'est de la poudre aux yeux, les Camerounais. Parce qu'ils choisissent d'utiliser l'argent du contribuable. Parce que c'est dans l'argent des contribuables là qu'ils vont détourner. Donc, nous pensons qu'en recourant au partenariat public-privé avec les BOT, quand il y a des investisseurs qui sont prêts, qui peuvent réaliser des routes et mettre des péages. Parce qu'avec les péages, on peut récupérer. Pas les péages où on vient mettre sur une route qui est déjà construite et qui n'est même pas, Vous voulez parler des concessionnaires qui n'est pas entretenu. Parce qu'on met un péage sur une route qui n'est même pas entretenu. On dénature même le péage. On dénature le concept de péage. Et il faut la transparence dans les fonds routiers. Parce que le régime RDPC ne rend jamais compte de l'usage fait. Mais je vous ai donné les chiffres. Des recettes, des péages et des taxes 6 milliards dans les cieux. Ils ne disent pas en quoi avec les taxes, ils ont plafonné à 60 milliards. La transparence dans ces fonds. Et également prévoir le chemin de fer. Parce qu'avec le chemin de fer, on peut, nous au mouvement pour l'instant, on pense beaucoup au chemin de fer. C'est ça. Il faut ferrailler le pays. Nous avons aussi un projet bien précis sur le chemin de fer. On n'a pas assez de temps pour le décliner. Ça permet la mobilité, le moment venu, au moment de désengorger même la route. De désengorger la route. Parce que si on fait des bons chemins de fer, vous pouvez partir de Douala, s'il y a le TGV, partir de Douala à 1h30, 2h. 1h30 quand nous allons en Europe. Quand vous faites Paris-Lyon, ça peut se combien de temps en TGV? Moi, j'étais à Lausanne, je prends le TGV de Lausanne. J'étais à Lausanne. Oui. Le gars du tasse. Tu n'as pas apporté du fromage. Non, il n'allait pas pour ça. Au besoin, il aurait rapporté un ballon en miniature. Ils sont nombreux, les tasses. J'ai pris le train de Lausanne à la gare de Lyon en 3 heures de temps. Tout à fait. En 3 heures de temps, je suis parti de Lausanne pour la gare de Lyon. Ça veut dire la que Suisse si on met le chemin de fer, oui. on peut partir de Douala à Bafoussam en 1 heure de temps. D'accord. Ben, je me serais peut-être attendu à ce que
d'aucuns proposent la décentralisation, qui est certainement un véritable... Oui, c'est pour ça que j'ai parlé de la régionalisation. C'est pour ça que j'ai dit que relier... Elle est déjà effective. Non, elle est au cœur. Elle est implémentée. Sauf qu'elle n'est pas efficace. Elle est très efficace. Elle n'existe que sur Elle le est très papier. efficace. Vous comprenez? Non, c'est qu'on n'a pas Monsieur Dupita, le maire de la ville a créé une régie pour les routes. Et ça marche. C'est ça les réalités de la décentralisation. Pour relier les communes aux capitales des régions. Ça, c'est les régions. C'est les régions qui vont... Oui, ce n'est plus l'État central. Mais est-ce qu'on peut le faire? Qu'est-ce qu'on a donné aux régions jusque-là? 30 milliards de francs. Merci à vous. C'est-à-dire 3 milliards par région. Est-ce qu'on peut construire même 500 mètres de route? C'est progressif. Merci à vous, cher monsieur. La route aura eu raison de notre 4e invité ce soir. Malheureusement, on espère pouvoir l'avoir parce que je sais qu'un mois d'avenir, il travaille sur les questions d'infrastructure routière, tout comme évidemment sur les questions électorales. Mais je crois qu'avec votre expertise, vous qui êtes venu sur le plateau, vous avez permis à nos téléspectateurs certainement de comprendre les thématiques qui étaient en débat ce soir. On parlait des inscriptions. Le délai, c'est le 31. Vous avez encore demain, le 30, pour vous inscrire. Vous pouvez y aller auprès des démembrements des LECAM dans les différentes régions du pays. Il suffit juste d'aller avec sa CNI et puis tout se fait sur place. Je voudrais remercier André Luther-Meka, maître René Roger Bébé et puis maître Fidèle Djoumessi. Mais vous remercier également à la maison d'avoir suivi cette autre édition de Cartes sur table. Bonsoir et à mardi prochain. André Luther. Il a eu chaud, hein.